C'était la vérité. Un silence s'installa entre eux. Ils ne savaient que faire. Un long moment passa. Shuo dit à Shuda, ces 2 derniers jours, j'ai aussi demandé aux membres de la tribu de construire une clôture. Si ces cannibales viennent vraiment nous attaquer, penses-tu qu'on pourra tenir le coup? Impossible. Même un enfant pourrait escalader ces palissades. Shuo soupira, impuissant. Dans ce cas, postons plus d'hommes pour la garde. Et aussi, dis aux femmes et aux enfants de fabriquer plus d'armes. Si ce jour arrive et que nous ne pouvons pas gagner, eh bien, on verra à ce moment-là. Si seulement nous étions plus nombreux. Shuda hocha la tête. Il s'apprêtait à se lever pour organiser le travail, quand soudain, il sembla penser à quelque chose. J'ai une idée qui pourrait nous permettre d'avoir plus de monde. Les yeux de Shuo s'illuminèrent. Vite, dis-moi quelle est ton idée. Tu te souviens de la tribu Li qui protège les esprits des châtaigniers? Ils ont sûrement besoin de ces poteries, eux aussi. On pourrait échanger ces poteries contre une partie de leur population. La tribu Han fait du commerce avec nous, un bol en terre cuite contre 2 jeunes garçons. Ou une jeune femme. Alors, on n'a qu'à leur proposer le double. On échange un bol en terre cuite contre 2 femmes de la tribu Li, ou 4 garçons. Ensuite, on utilisera les gens obtenus dans cet échange pour commercer avec la tribu Han. Et les gens en plus, on les garde pour nous. En entendant ça, Shuo s'emballa. Alors c'est comme ça qu'on peut faire du commerce. Espèce de petit génie. Même toi, si loin sur la rive ouest de la petite rivière, tu n'aurais jamais imaginé que dans cette société primitive, le tout premier revendeur profitant de la différence de prix venait de voir le jour. Faisons comme ça. Prends quelques hommes et va tout de suite à la tribu Li. Pour commencer, utilise les bols en terre cuite que nous avons obtenus pour commercer avec eux. Shuda accepta et se dépêcha de sortir pour commencer les préparatifs. Pendant ce temps, dans la tribu Han, tu réfléchissais à un moyen de te débarrasser de cette meute de loups. La meute reste cachée dans la forêt et n'en sort pas. Et maintenant, les réserves de sel de la tribu ne tiendront plus qu'1 mois environ. Cette impasse ne peut pas durer. Tu y as longuement réfléchi, mais sortir les affronter est impossible. Si tu emmènes trop peu d'hommes, ils ne serviront que de chair à canon. C'est à ce moment que la voix de Xiao Jubing se fit entendre à l'extérieur de la grotte. Tu vas voir si tu n'obéis pas. Tiens-toi tranquille. Ne bouge plus. À cet instant, le boiteux et Dali étaient en train de mettre un anneau nasal au buffle sauvage. Le buffle, souffrant, s'agitait. Xiao Jubing tenait une liane épineuse à la main, et s'en servait pour fouetter l'arrière-train du buffle, jouant les gros bras. Tes yeux s'illuminèrent soudainement. Une idée te vint soudain à l'esprit. Tu partis en riant cueillir des lianes Jingiteng à l'extérieur. Ces lianes étaient à peu près aussi épaisses qu'un doigt et couvertes d'épines très dures et pointues. Parfait pour fabriquer un piège mortel. D'abord, tu les as coupées en morceaux de la longueur d'1 pouce avec une hache. En plusieurs segments, puis tu les as trempées dans de l'eau froide pour les faire geler. Tu as attendu qu'une couche de glace se forme dessus, emprisonnant toutes les épines à l'intérieur. Enfin, tu as enduit l'extérieur d'une épaisse couche de sein doux. Il suffisait que la meute avale ce truc, pour que la coque de glace fonde dans leur estomac. Et à ce moment-là, les morceaux de Jiteng leur perforeraient l'estomac. Leur mort serait alors certaine. Ce midi-là, tu as d'abord chevauché 8 champs jusqu'à la lisière de la forêt. Tu as jeté quelques entrailles d'animaux et autres, histoire de leur donner un petit avant-goût. Le but était d'endormir la méfiance de la meute. Puis, le soir venu, la prochaine offrande sera un véritable cadeau mortel, des lianes épineuses enrobées d'une coque de glace et de sein doux. Plusieurs grands paniers en étaient remplis, et le tout a été dispersé à la lisière de la forêt ouest. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les loups gris tombent dans le piège. L'hiver touche à sa fin. Les affaires de la tribu sont nombreuses et complexes, entre les cultures de printemps et la récolte du sel. Ces tâches sont devenues la priorité absolue pour la survie et le développement de la tribu. Autrefois, le bétail était rare. Les lans malignes de labour étaient bien plus petits que nos bisons sauvages actuels. Les anciennes petites charrues n'étaient clairement plus adaptées. Une nouvelle structure en bois équipée de 2 socs a commencé à prendre forme dans ton esprit. Et tandis que tu te consacrais à la conception de ce nouveau modèle de charrue en bronze, un certain Shuda, bien décidé à jouer sur les 2 tableaux pour son propre profit, s'est lancé dans son voyage commercial. La tribu y comptait plus de 230 personnes. Sur leur territoire, une immense forêt de châtaigniers offrait un spectacle grandiose. Bien que les châtaignes ne puissent constituer un aliment de base et nourrir toute la tribu à chaque repas, elles permettaient de se remplir l'estomac pendant la saison de chasse creuse. Évitant ainsi la famine généralisée, la vie de la tribu était donc relativement stable. Leur campement se trouvait au sud de la tribu des rats noirs, à une distance ni trop proche, ni trop lointaine. Juste une journée de marche. Shuda,
accompagné de 10 hommes robustes, s'est mis en route. Après une journée de marche à grand train, ils sont arrivés au campement de la tribu Li juste au moment où ils préparaient le dîner. En les voyant, le chef de la tribu Li, Maoli, et le sorcier furent immédiatement irrités. Après 3 longs mois d'hiver, les réserves de nourriture de toutes les tribus étaient au plus bas. On avait déjà du mal à se nourrir soi-même, alors une visite à ce moment-là, n'était-ce pas clairement pour se faire inviter à manger? Le visage de Maoli s'est aussitôt assombri. Shuda, qui avait tout compris, savait qu'il n'était pas le bienvenu. Il s'est empressé d'expliquer avec un grand sourire qu'il n'était pas venu pour profiter de leur repas. Il a même demandé à ses hommes de sortir leur propre nourriture. Le visage de Maoli s'est alors un peu détendu. Il les a conduits jusqu'à leurs habitations, une dizaine de demeures semi-souterraines. Leur apparence rappelait un peu les fours à briques de la tribu Han, avec une moitié enfouie sous terre. En surface, des branches formaient un dôme hémisphérique qui était ensuite recouvert d'une épaisse couche de boue. Un trou au sommet servait de cheminée. En entrant, le regard de Shuda fut immédiatement attiré par le foyer central. Il vit les membres de la tribu Li en train de griller des châtaignes et de la viande séchée. Il comprit alors qu'il avait sa chance. Calmement, il a demandé à ses hommes d'apporter les marmites en terre cuite et la viande séchée, et ils ont commencé à préparer leur propre dîner autour du foyer. L'attention de Maoli fut entièrement captivée par la marmite. Surtout quand il entendit que faire cuire la viande dedans permettait non seulement de se réchauffer, mais aussi d'économiser de la nourriture. Son intérêt fut immédiatement piqué. En ce moment, la tribu manquait de vivres, et économiser la nourriture était donc d'une importance capitale. Mais dès qu'ils ont commencé à parler du prix, une dispute a éclaté entre les deux hommes. Shuda n'avait apporté que des marmites, pas de bol en terre cuite pour servir de référence. Sans point de comparaison, Maoli ne parvenait pas à estimer la valeur de la marmite et pensait que Shuda demandait un prix exorbitant. Après un long marchandage, les deux parties se sont mises d'accord, une marmite contre 3 garçons. Ou une femme et un garçon. Shuda, lui, avait déjà fait ses calculs. Il ne pensait qu'à renforcer la puissance de combat de sa tribu et ne voulait que des garçons. Il considérait que les femmes manquaient de force et ralentiraient le groupe. Même si ces garçons n'avaient que 10 ou 11 ans. Selon les coutumes de la tribu, ils seraient considérés comme adultes d'ici 1 an ou 2. Avec un peu d'entraînement, ils pourraient aller au combat. Maoli n'était pas content. Céder autant de jeunes travailleurs d'un coup. Même si sa tribu était nombreuse, elle ne pouvait pas se permettre une telle perte. Les deux hommes ont donc convenu que ce serait pour cette fois seulement. À l'avenir, il serait interdit de n'échanger que des garçons. Shuda a acquiescé à plusieurs reprises. Il accepta sans hésiter. Le lendemain matin, Shuda laissa derrière lui les 5 qui s'étaient échappés, et repartit avec les 15 garçons obtenus lors de l'échange et ses hommes. Satisfait, il retourna à la tribu des Heishu. L'hiver touchait à sa fin. Il pensait toujours à son accord avec la tribu des Han, et planifiait avec impatience ses prochains coups. Pendant ce temps, c'était l'effervescence au sein de la tribu des Han. Après la bataille palpitante pour la défense de la tribu, tous les membres s'étaient couverts de gloire. Comme promis avant la bataille, les récompenses allaient être distribuées. Les peaux de loup, épaisses et chaudes. Chaque adulte de la tribu, homme ou femme, en recevait une. Les ornements rouges, bien que peu nombreux, tu les distribuas sans compter. Les hommes reçurent des pendentifs en bronze spécialement fabriqués. Ils représentaient une tête de loup féroce. De petite taille, mais d'une grande signification. Ils symbolisaient leur bravoure au combat, un peu comme une médaille. Les femmes, quant à elles, reçurent de délicates épingles à cheveux en bronze, ce qui les remplit de joie. Mais la récompense la plus excitante pour la tribu fut un arc long pour chacun. Tout le monde avait déjà vu la puissance de ces arcs. La chasse au corps à corps entraînait beaucoup de blessés, l'attaque à distance était bien plus sûre. Le nombre de flèches qu'on pouvait emporter dépassait de loin celui des lances, augmentant considérablement l'efficacité au combat. Le corps des nouveaux arcs longs standards était fabriqué en bois de chamu, un bois à la fois dur et extrêmement flexible. La corde était faite de fibres de chanvre de Jima, incroyablement solide et résistante à la tension. D'une longueur totale d'1,75 m, il était adapté à la taille et à la force de la plupart des membres de la tribu. Sa puissance ne devait pas être sous-estimée. La tribu disposait de bois et d'un ensemble complet d'outils de menuiserie. On pensait que la production en série serait un jeu d'enfant, mais en s'y mettant, on découvrit que c'était bien plus compliqué. Le premier obstacle était la sélection rigoureuse du bois pour les arcs. Le ratio idéal entre l'aubier et le duramen du bois de chamu était de 1 pour 2. Le duramen manquait de souplesse, et les corps d'arc fabriqués avec se cassaient facilement. Leur durée de vie était courte. Or, la tribu ne possédait qu'une seule et unique scie de bûcheron, lourde et encombrante. Il fallait 2 personnes pour la manier, ce qui la rendait totalement inadaptée au travail de précision. La petite scie à main était suffisante pour élaguer les branches, mais scier des troncs avec était une autre paire de manches.
Après une longue et profonde réflexion, tu te souvins enfin d'un outil que tu avais vu dans ton enfance. La scie à cadre. Parfaite pour scier des planches et des lattes de bois, grâce à sa lame tendue par un cadre. Une fois que tu eus une idée claire, tu organisas rapidement le travail. Tu demandas à le boiteux de forger des lames de scie trouées aux deux extrémités, et à Tong de fabriquer les cadres en bois. Tous deux étaient expérimentés, fabriquer de petits outils était une simple formalité pour eux. Pendant ce temps, tu te penchas sur un autre problème, comment tracer une ligne droite sur un tronc d'arbre. La première chose qui te vint à l'esprit fut le cordeau à tracer. Une invention géniale de nos ancêtres. 2 points, une ligne, et le tour est joué. La tribu avait bien de la ficelle de chanvre. Mais impossible de trouver de l'encre. Et il en fallait de toute urgence. Tu te creusas la tête pour te souvenir de comment les anciens fabriquaient de l'encre. L'encre de suie de pin. Elle est fabriquée à partir de la fumée issue de la combustion incomplète de bois de pin résineux. C'est le résidu qui est utilisé. Pas besoin de se lancer dans la construction d'un four ou d'une cheminée. Un simple petit foyer en briques pour la collecte suffisait. Tu te mis aussitôt au travail et allumas des branches de pin. Une épaisse fumée noire s'éleva immédiatement, et en peu de temps, les briques furent noircies par la suie. Tu grattas précautionneusement la cendre noire, tu y ajoutas de l'eau, et tu mélangeas le tout pour obtenir un bol d'encre épaisse. Ensuite, tu y trempas la ficelle de chanvre jusqu'à ce qu'elle soit bien imbibée, puis tu la ressortis. Le cordeau à tracer improvisé était prêt. Même sans réceptacle à encre, on pouvait s'en servir en l'utilisant directement. Toi et Mutin, les mains pleines de suie, étiez en train de vous concentrer pour tracer les lignes. C'est alors que le boiteux et Mutong accoururent, tout excités, tenant dans leurs mains la scie qu'ils venaient de fabriquer. Ils te la tendirent avec un regard plein d'attente, te demandant si elle convenait. Tu saisis la scie longue de près de 70 cm et tu vois la lame en cuivre solidement accrochée au clou en cuivre de son cadre en arc. Une fois la corde de chanvre tendue, la lame se redresse parfaitement et vient se poser sur la ligne d'encre tracée sur le rondin. Un léger coup de scie et la sciure s'envole, la ligne d'encre est instantanément avalée par la fine entaille. En sciant longitudinalement le long du rondin, tu constates que le résultat est étonnamment bon. Tu ordonnes sur le champ d'en fabriquer 200 000 autres. À ce rythme, il va falloir rouvrir la mine de cuivre. En pensant à la mine, tu te mets à réfléchir à un nouvel objet, un bateau. Plus précisément, une barque. Pour extraire le minerai, il faut remonter la petite rivière jusqu'à la mine. À pied, ça prend plus d'une demi-journée. Le transport par bête de somme est non seulement inefficace, mais il les épuise. De plus, certains endroits sont tout simplement infranchissables. On n'avance donc pas bien vite. Si on chargeait les barques depuis le camp de la tribu d'origine et qu'on descendait le courant, on y arriverait en 1 heure ou 2. Le travail est de nouveau conséquent. Cette barque à construire aura les 2 extrémités légèrement relevées. Un fond plat et carré, spécialement conçu pour la navigation sur les voies navigables intérieures. La profondeur de la rivière est variable, mais les barques à fond plat ont un faible tirant d'eau. Elles peuvent flotter de manière stable même là où c'est peu profond, sans jamais risquer de s'échouer. Sécurité et navigabilité de premier ordre. En tenant compte de la largeur et de l'étroitesse de la rivière, tu fixes la largeur du bateau à 3 mètres pour une longueur de 8 mètres. Ce rapport garantit vitesse, stabilité et solidité. Même les novices de la tribu peuvent la manœuvrer facilement. La coque est renforcée par 2 rames et 7 membrures en forme de U. Elles sont fabriquées en pin, ce qui rend le tout solide et durable. Les planches sont faites en bois d'étoile du désert, dont la couche extérieure servira à fabriquer des arcs longs. De cette façon, chaque matériau est utilisé au mieux. Les rames non plus n'ont pas besoin d'être fabriquées à part. Les pelles en bronze sont polyvalentes, servant à la fois de rames et d'armes. Elles peuvent aussi faire office d'outils. Tout le monde te voit bricoler de nouvelles choses toute la journée. Ils sont tous morts de curiosité. Seuls les membres de la tribu d'origine devinent à peu près ce que tu fabriques. Après tout, ils t'ont déjà vu construire une cabane rudimentaire avec de simples branches. Le principe est plus ou moins le même que pour cette barque à fond plat, sauf que tu as remplacé les branches par des membrures et des planches de bois. Ce jour-là, au crépuscule, alors que tu diriges avec ferveur le travail de tes hommes, Yumao, le guetteur, Sepumon, il y a plus de 20 personnes qui arrivent par la petite rivière, à l'est. On dirait des gens de la tribu des rats noirs. Ils se dirigent droit sur nous. Ton cœur rate un battement. Perplexe, tu grimpes rapidement sur la palissade pour regarder. Tu vois alors Shuda arriver à la hâte avec 10 adultes et 10 garçons. Tu te demandes en silence comment la tribu des rats noirs, qui ne compte qu'environ 150 personnes, peut avoir autant de garçons presque adultes. En entendant les cris, les membres de ta tribu qui venaient des rats noirs pensent qu'il s'agit d'un nouvel échange. Pleins d'espoir, ils accourent pour voir si des membres de leur famille sont là. Les adolescents qui suivent Shuda, eux, ont la tête pleine de points d'interrogation. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur chef les a échangés contre 5 ornements. Bien qu'ils ne comprennent pas la situation,
ils ne se plaignent pas trop. Ils suivent docilement le groupe. Shuda arrive devant l'entrée. Il lève la tête vers la palissade, qui a été rehaussée, puis jette un œil à l'intérieur de l'enceinte. Il aperçoit près d'une centaine de têtes de bétail, des rangées denses de viande séchée, et des centaines de peaux de bêtes. Ses yeux lui sortent presque de la tête. S'il ne t'avait pas vu avec ta couronne d'or, il aurait cru s'être trompé d'endroit. Il déglutit difficilement. D'une petite voix, il demande, « Est-ce bien la tribu des Han ? Je suis Shuda. Je suis venu pour un échange de poterie. » Tu observes Shuda et son groupe à l'extérieur. Sans plus de cérémonie, tu leur demandes de déposer leurs armes avant d'entrer dans l'enceinte, comme le veut la coutume. Tout en demandant à tes hommes d'apporter les poteries, tu les dévisages avec perplexité. Bien que Shuda ne comprenne pas tes paroles, il a l'air d'avoir la conscience tout sauf tranquille. Yang Xuang ne savait pas ce qui se passait, il se contentait de frapper partout au hasard. En réalité, tu espères qu'il enverra plus de gens. Une fois grands, les enfants pourront travailler. L'échange avec Taobo est une excellente affaire. Shuya et Shitu ont rapidement apporté 5 marmites en terre cuite. La transaction est simple, 10 garçons contre 5 marmites en terre cuite. La nuit tombe et des meutes de loups rôdent dehors. Tu proposes à Shuda et à son groupe de rester pour la nuit avant de repartir. Sur ces mots, tu l'entraînes dans la grotte et cries à tout le monde de préparer un ragoût de viande ce soir. Il faut bien traiter nos invités. Les 10 jeunes de la tribu Li ont été échangés sans trop comprendre. En voyant la tribu Han, si puissante et prospère, avec ses grands troupeaux, sa viande à n'en plus finir, et même des bisons plus haut qu'un homme, des mégacéros et des Kongxiang. Ils sont à la fois stupéfaits et ravis, espérant de tout cœur pouvoir s'installer ici. Tu demandes à l'ancien de les installer, de leur apprendre la langue Han et de les familiariser avec la tribu. Enfin, tu leur recommandes de manger à leur faim, car ta tribu a de la nourriture en abondance. Les garçons n'en reviennent pas de bonne heure. Dans la tribu Li, ils avaient souvent le ventre vide. Pour manger, les enfants devaient se battre, et les plus faibles finissaient par mourir de faim. Ici, maintenant, toute la nourriture est à volonté. Il y a de la soupe à la viande parfumée et de gros morceaux de ragoût. Ils enchaînent les bols jusqu'à en avoir le ventre prêt à éclater. Finalement, tu ne peux plus supporter de voir ça. Tu t'empresses d'intervenir, en pensant, il ne faudrait pas qu'ils meurent d'indigestion juste après l'échange. Même si la tribu en a beaucoup de nourriture, il ne faut rien gaspiller. Ils auront bien d'autres occasions de manger. Après le repas, Shuda et son groupe sont installés dans les abris en briques vertes à l'intérieur de l'enceinte. Dans son abri, Shuda ne dort pas. Il monte la garde avec toi sur le mur d'enceinte, le regard perplexe fixé sur les pots de loup à l'intérieur. La tribu en est capable de tuer autant de loups gris. Leur force de combat est vraiment sans commune mesure avec celle de sa propre tribu. Chez lui, il se tue à la tâche juste pour obtenir quelques personnes en échange. Eux, ils restent tranquillement chez eux, accueillent de nouveaux membres et mangent de la soupe chaude. Il ne peut que soupirer et aller se coucher. Au milieu de la nuit, c'est au tour de Dashu et Shuya de monter la garde. Tu leur demandes des nouvelles de la meute. Dashu dit qu'avant hier soir, il y avait encore une grande meute qui rôdait à la lisière de la forêt. Il a même vu plein d'yeux verts. Shuya ajoute que la nuit dernière, il y en avait déjà beaucoup moins. J'en ai vu une dizaine, tout au plus. Tu souris et hoches la tête. J'ai surveillé la moitié de la nuit, et je n'ai vu aucune activité de la meute. La lisière de la forêt est étrangement calme. On dirait que la meute est tombée dans le piège. Au lever du jour, nous irons jeter un œil. On pourra peut-être récupérer pas mal de peaux et de viande de loup. Le lendemain matin, après avoir accompagné Shuda et son groupe, tu rassembles déjà 30 adultes. Après un petit déjeuner matinal, vous partez en direction de la jungle à l'ouest. Rubao et Huichan vous suivent. Ça faisait longtemps que les deux colosses n'étaient pas sortis, ils sont tout excités. Ils se dandinent, remuent la queue, et flairent partout en trottinant. Tu te rends d'abord à la lisière de la forêt pour inspecter. Les lianes épineuses ont disparu. Sur la neige, on voit de nombreuses traces de fouilles et des empreintes de loup gris. Tu te sens aussitôt soulagé. La meute est bel et bien tombée dans le piège. Reste à savoir quel est le bilan. Tu fais un signe de la main. Et les membres de la tribu, lance à la main, te suivent en silence dans la forêt. Le chemin est très silencieux, on n'entend que le bruit des pas dans la neige. Tu observes le sol. Au bout d'un moment, tu découvres les carcasses de 2 loups gris sous un arbre. Leurs têtes sont couvertes de morsures. La chair de leur corps a été dévorée, et leur fourrure est déchiquetée. On dirait qu'il y a eu une lutte interne dans la meute, ou qu'ils se sont battus pour la nourriture, affamés. Après 3 heures de marche, on est arrivé dans la vallée où l'on récolte le jianma. Les traces de loup gris au sol étaient devenues complètement chaotiques. Contre toute attente, elles menaient droit vers la montagne de l'ancienne tribu Xiding.
Tu te demandes intérieurement si ce n'est pas la grotte de 11e digne. Pour s'installer et déloger les anciens occupants, le seul endroit du coin capable d'accueillir autant de loups gris. C'est probablement cette grotte. Sans surprise. En grimpant au sommet de la colline, tu découvres effectivement quelques cadavres de loups gelés, le ventre gonflé. Ils ont de larges taches de sang sur les pattes et l'arrière-train, signe évident qu'ils se sont débattus de douleur avant de mourir. Tu demandes aussi de rassembler les corps et de les marquer. L'équipe continue sa progression vers l'ouest. En chemin, vous croisez de temps en temps des cadavres de loups gris. Vers midi, vous arrivez à moins d'1 kilomètre de la grotte. Les empreintes de loups au sol sont maintenant très denses. La meute se cache très probablement dans les parages. Prudemment, tu mènes tes hommes pour encercler la zone. Étonnamment, les alentours sont d'un calme étrange. Quelques minutes plus tard, vous arrivez à l'entrée de la grotte. Vous voyez enfin clairement la situation à l'intérieur. La plupart des loups gris sont déjà effondrés, morts au sol, et ceux qui respirent encore sont à l'agonie, gémissant dans un souffle rauque. Ils n'ont plus la force de bouger. Face à cette scène, tu donnes immédiatement l'ordre à tout le monde de se mettre par deux pour aller les achever. Les membres de la tribu obéissent et forment des équipes pour s'occuper du butin. La viande de loup est comestible. Et comme les membres de la tribu ne gaspillent jamais la nourriture, ils la récupèrent avec joie. Pendant ce temps, tu te diriges droit vers l'entrée de la grotte souterraine au fond de la caverne, accompagné des 3 hommes de l'ancienne tribu 11e digne. Cette entrée est recouverte d'une grosse pierre, dont la texture et la couleur se fondent presque parfaitement avec la paroi rocheuse environnante. C'est pourquoi vous ne l'aviez pas remarqué la dernière fois. Tu appelles aussitôt quelques membres de la tribu près de toi pour déplacer la pierre. Après un grincement strident de friction sur le sol, une petite ouverture oblique et descendante apparaît lentement, de forme ovale et aplatie. Tu estimes qu'un enfant de moins de 5 ans pourrait à peine s'y faufiler. Tu fronces les sourcils, perplexe. Tu te mets à plat ventre, une torche à la main. Et tu approches ton visage de l'ouverture pour observer attentivement. C'est un mélange de quartz et de granit. Agrandir cette ouverture ne va pas être facile, te dis-tu. Soudain, une lumière vive brille au plafond de la grotte, captant immédiatement ton attention. Le plafond est couvert de pierres en forme de cônes inversés, d'une couleur jaune tirant sur le blanc, et qui scintillent d'une lueur étrange. Tu sors immédiatement une lame de jade. Tu penses à décocher une flèche pour faire tomber un de ces cônes de pierre et l'examiner, mais après 2 essais, ça ne donne rien. Tu n'as pas le choix, tu te tournes et cries à quelqu'un sur le côté, Dali. Va chercher une pierre et fais-moi tomber ce truc. En entendant ça, Dali accourt, tout excité, une grosse pierre à la main. On entend un bang sourd, le cône de pierre se brise net et tombe au sol en s'écrasant en 1000 morceaux. Croyant que c'est du sel, tu te penches pour ramasser un petit éclat. Tu le portes à ta bouche pour le goûter, mais la seconde suivante, tu le recraches avec une grimace. Ce truc n'est pas du tout du sel, c'est de l'alcali naturel. Une fois que tu as compris que ce n'était pas du sel, tu ressens une pointe de déception. Tu te tournes alors vers les 3 hommes de l'ancienne tribu 11e digne pour les interroger. Comment vous saviez qu'il y avait du sel là-dessous? Et comment vous faisiez pour le récolter? L'un d'eux prend un instant avant de répondre. Autrefois, un enfant est tombé accidentellement dans le trou. Quand on l'a remonté avec une corde, on a vu qu'il avait ramené cette chose avec lui. Depuis ce jour, chaque année, on en récolte une fois avant que l'eau dans la grotte ne gèle, et une autre fois après le dégel. En entendant ça, tu te dis qu'il faut absolument trouver un moyen d'élargir cette ouverture pour exploiter cette mine de roche en grande quantité. C'est à ce moment-là que Muton arrive en courant, l'air affolé. On s'est occupé de tous les loups gris qu'on a pu trouver. 78 au total. Mais il reste 8 louveteaux vivants. Qu'est-ce qu'on en fait? En entendant qu'il y avait des louveteaux, tes yeux se sont aussitôt illuminés. Sans dire un mot, tu t'es dirigé vers eux pour voir ça de plus près. En arrivant, tu as vu plusieurs petits louveteaux. Blottis pitoyablement contre leur mère décédée, ils hurlaient de faim. Pris de pitié, tu as ordonné aux tiens de ramener les louveteaux pour bien s'en occuper. Mais l'instant d'après, tu t'es mis à réfléchir, et plus tu y pensais, plus quelque chose te semblait clocher. La dernière fois, il y avait au moins 100 loups qui s'étaient enfuis. Là, on n'en a que 78. Où sont passés les dizaines de loups manquants? Alors que tu te posais la question, un hurlement de bête sauvage a soudain retenti depuis l'ouest. Un son a donné la chair de poule. Immédiatement sur tes gardes, tu as fait un grand geste de la main pour dire à tes hommes de bien garder l'entrée de la grotte. Toi, tu as attrapé ton arc, tes flèches et une longue lance, et tu t'es faufilé en direction du bruit. Après avoir couru sur 1 kilomètre, tu es arrivé sur une pente ensoleillée. La scène qui s'est offerte à tes yeux t'a donné des sueurs froides. Là, 27 loups gris encerclaient et attaquaient frénétiquement une imposante bête tonnerre. Cette bête tonnerre ressemblait à un rhinocéros préhistorique, le corps entièrement couvert d'une peau épaisse,
comme une armure. Sa taille était effrayante, on aurait dit qu'elle pesait plusieurs tonnes. Elle était couverte de morsures et ses points vitaux, comme la base de la queue ou l'abdomen, saignaient abondamment. Le sang giclait de ses plaies. Ses yeux gris cendre venaient à peine de t'apercevoir. Ils se sont illuminés en un instant, remplis d'une expression suppliante. Comme si elle te suppliait de la sauver. Les loups. Du côté de la meute, 2 d'entre eux ont immédiatement jailli, les crocs sortis, en grondant. Comme pour t'avertir de ne pas te mêler de leurs affaires. Mais ça ne t'a pas du tout intimidé. Tu as levé ton arc et décoché 2 flèches. Les loups gris se sont effondrés sur le champ, pris de convulsions. Quelques instants plus tard, ils ne bougeaient plus. En voyant ça, le reste de la meute est devenu fou de rage. Avec un hurlement, ils se sont tous jetés sur toi, déferlant comme une marée. Ton cœur a raté un battement. Tu as directement balancé ton arc sur un loup qui te sautait dessus. Profitant de l'élan, tu as fait une roulade au sol et, dans la précipitation, tu as ramassé la lance d'or qui se trouvait à côté. Avec la lance d'or en main, tu t'es senti beaucoup plus en confiance. Il faut dire que dans ta vie antérieure, tu avais des bases en arts martiaux. Dans tes mains, la lance d'or dansait avec une force redoutable. Tout en te battant, tu t'es rapproché de la bête tonnerre. Bien que gravement blessée, elle savait se montrer reconnaissante. Elle a déplacé son corps massif et t'a protégé d'une attaque surprise avec son dos. Après un combat acharné, tu avais plusieurs entailles sur le corps, d'où le sang n'arrêtait pas de couler. Heureusement, ce n'étaient que des blessures légères. La meute, elle, avait été réduite à seulement 6 loups. Les survivants étaient terrifiés. Ils ont tenté de s'enfuir la queue entre les jambes. Mais tu étais en pleine furie meurtrière. Pas question de les laisser s'échapper. Tu as soulevé la lance d'or d'une seule main et la lancé de toutes tes forces. Chic! Elle s'est violemment plantée dans le corps d'un loup gris, le clouant fermement au sol enneigé. Tu as ramassé l'arc qui était par terre. Zou! Zou! Encore 2 flèches, qui ont abattu 2 autres loups à la traîne. Alors que tu t'apprêtais à te lancer à leur poursuite, la bête tonnerre derrière toi a soudain poussé un rugissement faible, comme pour t'appeler. Tu te retournes précipitamment et tu vois la bête tonnerre. Debout sur ses 4 membres déchiquetés et ensanglantés, elle tremble de tout son corps. Elle se tient là, mais miraculeusement, son ventre est intact. Puis, la bête tonnerre pousse un grand rugissement vers le ciel, comme si elle y mettait ses dernières forces. L'instant d'après, avec un bruit sourd, son ventre gonflait sa fesse. En y regardant de plus près, une petite bête tonnerre est née sur le sol. La mère, ignorant ses propres blessures graves, sort la langue avec un regard plein d'amour et lèche tendrement l'enveloppe amniotique du petit. Elle nettoie complètement les souillures sur le corps du nouveau-né. Une fois cela fait, la mère lève la tête vers toi, les yeux remplis de larmes de sang. Avec sa grande patte avant, elle pousse doucement le petit vers toi. Puis, elle plie ses pattes avant et s'agenouille face à toi. Son intention est on ne peut plus claire. Elle sait que ses jours sont comptés et veut que tu t'occupes de son petit à l'avenir. Tes yeux s'embuent de larmes qui tourbillonnent. Ne t'en fais pas. Je l'élèverai bien, dis-tu. Tu retires la toge en peau de bête en lambeaux que tu portes et tu enveloppes délicatement la petite bête tonnerre avec. Traînant ton corps épuisé et blessé, tu te diriges en titubant vers la grotte. Tu n'as pas fait beaucoup de chemin quand tu entends le son de la mer qui s'effondre derrière toi. Elle a fermé les yeux pour toujours. De retour à la grotte. Les membres de ta tribu t'attendent, lance à la main, le visage rempli de méfiance. Te voyant revenir couvert de blessures à l'entrée de la grotte, ils t'encerclent tous. Ils te posent plein de questions, inquiets. Tu agites la main, sans force. Je suis tombé sur le reste de la meute de loups gris. On s'est battu. Malheureusement, quelques-uns se sont échappés. En disant cela, tu montres la petite bête tonnerre dans tes bras. Vous deux, veillez bien sur ce petit. À partir de maintenant, la tribu va l'élever. À ce moment-là, Chitou arrive en courant et, montrant 3 loups gris non loin de là, il dit « Les loups qui se sont enfuis ne sont pas allés loin. Ils venaient juste de revenir qu'on s'en est occupé. » Tu pousses enfin un long soupir de soulagement. La meute est finalement anéantie. Désormais, les membres de la tribu n'auront plus à vivre dans la peur. Après un moment de repos, tu racontes l'histoire de Niba, des loups gris et de la bête tonnerre. Tu leur racontes tout en détail. Les femmes ont les yeux rouges et essuient leurs larmes en écoutant. Les hommes, bien qu'ils ne montrent aucune expression, sont tout aussi bouleversés. Sur le champ, tu décides d'enterrer la mère bête tonnerre sur le flanc de la colline. À l'avenir, cet endroit s'appellera Toguli. En entendant cela, les femmes hochent la tête en signe d'approbation. La suite est beaucoup plus simple. L'emplacement du gisement de minerai est plus ou moins repéré. Tu remplis un petit sac de cristaux de soude naturelle, puis tu donnes des ordres aux autres. Bouchez solidement l'entrée de la grotte avec des pierres, pour éviter qu'une autre bête sauvage ne s'y installe. Ensuite,
tu prends 10 hommes avec toi pour aller sur la crête de Toguli et ramener les cadavres de loups. Vous ramassez aussi des branches et des pierres pour couvrir sommairement le corps de la mère bête tonnerre. Vous prévoyez de revenir le lendemain avec des pelles en bronze pour lui creuser une véritable tombe. Après l'avoir enterré. L'histoire de la bête tonnerre confiant son petit s'est répandue dans la tribu. Les femmes la racontent à leurs enfants. Les petits se rassemblent tous pour voir la jeune bête tonnerre, les yeux remplis de compassion. La plupart des herbivores sont très résistants. Leurs petits naissent et, peu de temps après, ils peuvent se tenir debout pour téter leur mère. En 1 mois ou 2, ils peuvent brouter de l'herbe. C'est à peu près la même chose pour les rhinocéros. Mais la petite bête tonnerre est née avec près d'1 mois d'avance. Il était né depuis une demi-journée, mais n'avait pas encore ouvert les yeux. Cette nuit-là, il faisait un froid glacial. Le petit Léchou et les 8 louveteaux s'installèrent dans la grotte. Tu avais même fait venir 2 vaches laitières spécialement pour eux. Tu pensais les faire nourrir par les vaches, mais ni les petits ni les vaches n'étaient d'accord. Les louveteaux étaient trop petits pour atteindre les pies, et le petit Léchou ne faisait que dormir. Les vaches, elles non plus, n'étaient pas d'humeur à les nourrir. Alors, tu as pris ton courage à 2 mains. Tu as appelé une dizaine de gaillards pour te prêter main forte et traire les vaches de force. Les pauvres bêtes, de douleur, n'ont pas arrêté de beugler dans l'enclos pendant la moitié de la nuit. Heureusement, tous ces efforts n'ont pas été vains. Chaque petit a pu boire du lait frais. Ils ont tous survécu avec ténacité, surtout le petit Léchou. Tu devais lui ouvrir la gueule de force et lui verser le lait petit à petit. Le soir, le petit Léchou, qui dormait jusque-là silencieusement, s'est mis à ronfler en dormant. Ça a tellement amusé Cubigne, qui trouvait ça adorable, que le soir même, il l'a pris dans ses bras pour dormir avec lui. Le lendemain, comme prévu, tu as emmené 20 hommes à Tuguling pour y creuser une grande fosse. Vous y avez enterré la mère Léchou et avez érigé un cairn de pierre sur sa tombe. Cet endroit est devenu un repère sur la crête de Tuguling. Durant le dernier mois de l'hiver qui a suivi, la vie dans la tribu était calme, mais chacun s'affairait à ses tâches, bien occupé. Une semaine a passé. Les louveteaux ont commencé à ouvrir les yeux les uns après les autres. 2 semaines plus tard, les 8 louveteaux pouvaient manger de la soupe de viande et de la nourriture cuite. Toute la journée, tels des chiots d'1 mois, ils gambadaient sur le terrain vague devant la grotte. La couleur rosée du petit Léchou s'estompait peu à peu pour laisser place à un blanc laiteux immaculé. Une petite bosse est apparue sur son nez, là où sa corne devait pousser. Il arrivait maintenant à se tenir debout tout seul. Il se dandinait jusqu'aux vaches pour téter. Au début, elle n'était pas très coopérative. Mais en se souvenant du calvaire de la traite forcée, elle se laissait faire docilement. Elles sont ainsi devenues les nourrices du petit Léchou. La 3e semaine. Du côté de l'atelier de menuiserie, il y a eu de grands progrès. La fabrication des arcs longs était terminée. Chaque arc a été personnellement ajusté et testé par tes soins. La qualité était irréprochable. Grâce aux nouveaux outils, les arcs fabriqués étaient même de meilleure qualité que celui que tu utilisais toi-même. Les femmes non plus ne chômaient pas, elles étaient toutes occupées à fabriquer des flèches. Pour le moment, elles n'avaient fabriqué que les fûts, sans les pointes, mais avaient déjà collé l'empennage. Tu comptais forger les pointes de flèches en bronze au retour de la prochaine expédition minière. Pour l'instant, les flèches utilisées par les membres de la tribu pour l'entraînement provenaient de ton stock de plus de 200 unités. Un matin, tous les adultes de la tribu se sont rassemblés. Chacun armé d'un arc long, ils se sont alignés sur 3 rangs pour s'entraîner au tir. Tu te tenais devant et tu criais à plein poumon, cible à 100 mètres, la botte de paille. Aussitôt, les flèches ont fusé dans un sifflement. Mais pour une première séance d'entraînement, la scène était un peu chaotique. Certaines flèches rataient la cible et disparaissaient dans le ciel, d'autres n'arrivaient même pas à décocher. Leurs flèches tombaient juste à leurs pieds. Tu ne savais plus s'il fallait en rire ou en pleurer. Tu n'as eu d'autre choix que de les corriger un par un. L'hiver touchait à sa fin. Chouda est de nouveau venu à la tribu pour commercer. Cette fois, il a amené 3 femmes et 6 garçons. Tous appartenaient à la tribu Li. Les garçons qui avaient été échangés précédemment furent à la fois surpris et ravis de revoir des gens de leur peuple. Mais toi, tu savais très bien ce qu'il en était. Ce genre d'échange ne se reproduirait sans doute plus souvent. Les esclaves ne sont pas une ressource inépuisable. Un jour, nous en aurions assez. Il semblait évident que pour continuer à faire grandir la tribu, il faudrait trouver une autre solution. Pendant ce temps, la construction du navire touchait à sa fin. En voyant l'énorme bateau en bois enfin terminé, les membres de la tribu étaient fous de joie. Même si on ne l'a pas encore vu flotter, tout le monde a participé à sa construction. Le cœur rempli de fierté. À cet instant, Dali transporte le bordage du bateau à 2 mains. Ils rassemblèrent toutes leurs forces pour le soulever, mais le bateau en bois ne bougea pas d'un pouce. Il se gratta la tête, perplexe, et demanda, « Ce bateau est immense. Comment allons-nous le mettre à la rivière ?» Tu le regardas avec un léger sourire.
désignant le canal artificiel non loin de là, tu dis, on n'a qu'à amener le bateau là-bas. Dali écarquilla les yeux, le visage rempli d'incompréhension. Mais il n'y a pas d'eau là-bas. Tu fis durer le suspense et, sans te presser, tu fis signe à tout le monde, prenez vos pelles. Prenez aussi quelques brouettes et des paniers en osier, et suivez-moi. L'hiver est presque terminé. Le temps se réchauffe de jour en jour, c'est le moment idéal pour amener l'eau. Tu pris la tête d'une trentaine de personnes, qui te suivaient en un immense cortège, outils à la main. En arrivant au bout du canal artificiel, votre agitation n'est pas passée inaperçue. Les membres du clan, qui n'avaient pas quitté l'enceinte depuis longtemps, furent tous attirés par le bruit. C'était comme assister à un grand spectacle. Un groupe d'enfants était encore plus excité. Ils couraient en tête, riant aux éclats, tout en pourchassant 8 louveteaux qui venaient d'avoir un mois. Kebin n'était pas en reste. Il est allé chercher le Léchou Ben Ben, qui paraissait après avoir bu son lait. Roubao et Huichan, eux, avaient déjà disparu à l'horizon. On n'entendait plus que leurs cris au loin. Il fallait croire que ces deux-là profitaient aussi de l'arrivée du printemps, pour se défouler. Une fois au bout du canal artificiel, il ne restait plus qu'une bande de terre de 2 mètres de large à creuser entre le canal et la petite rivière. Une fois cette petite section percée, le courant pourrait passer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout le monde se répartit les tâches clairement. Quelques-uns sautèrent dans la tranchée, soulevant des nuages de poussière en creusant avec ardeur, tandis que d'autres, en surface, remplissaient les paniers en osier avec la terre. Les autres se chargeaient d'évacuer les paniers pleins. Tout le monde travaillait avec une ferveur incroyable. Au bout d'une matinée, il ne restait plus qu'une mince couche de terre de 30 cm. C'est alors que de l'eau commença à suinter au fond de la tranchée. Tu pressa aussitôt les gens dans le fossé de tous remonter. Une fois que tout le monde fut en sécurité, tu nouas rapidement et solidement une corde autour de ta taille. Tu demandas aux membres du clan de la tenir fermement, puis tu redescendis dans la tranchée, pelle à la main. Pour la dernière étape, afin d'éviter tout danger, tu devais t'en charger toi-même. Tu serrais fermement ta pelle, creusant sans relâche, coup après coup. Après une dizaine de coups violents, l'infiltration d'eau s'intensifia. L'instant d'après, un puissant courant d'eau jaillit de la brèche avec une force inouïe, comme s'il était devenu fou, te projetant en l'air. En voyant cela, les gens se mirent à crier tous en chœur. Ils tirèrent de toute leur force pour te remonter, et en un clin d'œil, tu fus de retour sur la berge. Le torrent qui jaillissait devenait de plus en plus violent, et en un rien de temps, il avait transformé la brèche en un large trou d'1 mètre de diamètre. Tout le monde était stupéfait. Debout sur la rive, il fixait, bouche bée, les eaux tumultueuses. L'eau formait des tourbillons rapides, et à l'intérieur, elle emportait de nombreux poissons assommés par la force du courant. Les louveteaux n'avaient jamais vu une telle scène. Terrifiés, ils se mirent à hurler et à courir dans tous les sens. Kebin et Ben Ben n'étaient pas moins effrayés. Ils détalèrent pour se cacher derrière toi. Peu de temps après, le courant se calma. La petite rivière et le canal ne formaient plus qu'un. Les femmes, prévoyantes, avaient déjà sorti leur panier en osier, et attendaient sur le côté pour commencer à pêcher joyeusement. Les membres du clan, qui un instant auparavant se demandaient comment déplacer le bateau, avaient maintenant les yeux écarquillés, le visage rayonnant de surprise. Tu leur demandas en souriant, alors, qu'en dites-vous? Maintenant, l'eau est tout près de vous. Vous n'aurez plus besoin de courir si loin pour en chercher. Tout le monde s'exclama que c'était une véritable révélation, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils comprirent tout. Au début, tu as fait arrêter le travail à tout le monde pour stocker des provisions, puis tu les as tous mobilisés pour creuser la rivière et fabriquer des briques. Au début, personne ne comprenait vraiment. Certains pensaient même que c'était un piège, jusqu'à ce qu'ils voient l'eau de la rivière remplir le long fossé. C'est là qu'ils ont enfin compris la véritable intention derrière la rivière Oie. Mais ce n'était que la première étape. Ton objectif ultime est de creuser des terres cultivables le long des 2 rives de la rivière Yinshui et d'y planter des céréales, pour que la tribu soit à l'abri du besoin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le printemps est arrivé. Le plan de culture des terres est en marche. À midi, la tribu est en pleine effervescence. Tout le monde se réunit pour un festin afin de célébrer l'achèvement de la rivière Yinshui. Une fois le repas terminé et les estomacs bien remplis, tu prends un rouleau de ficelle et tu amènes les membres de la tribu jusqu'aux rizières prévues. Cultiver le riz, c'est tout un article. Il faut s'assurer que les rizières restent constamment inondées. L'irrigation est indispensable, et il faut tout calculer avec soin. Il faut optimiser l'utilisation des terres. Ce qui soulève une question cruciale. Quelle quantité de riz notre tribu doit-elle planter exactement? Quelle surface de terre cultivable devons-nous délimiter? Les grains de riz sauvages sont assez gros, presque 2 fois plus gros que les grains de riz que je connaissais dans ma vie antérieure. Dans mon ancienne vie, une livre de riz contenait environ 26 000 grains. Celui-ci, en revanche,
n'en compte qu'environ 12 000 par livre. En songeant à la quantité limitée de semences, tu commences à te sentir perplexe. Dans ta vie antérieure, tu n'avais cultivé que quelques légumes pendant quelques jours. Tu ne connais absolument rien à la culture du riz. Comment oser semer toutes les graines d'un coup? Et si la récolte était nulle? Ce serait une véritable catastrophe. Après mûre réflexion, tu serres les dents et tu décides de n'utiliser que la moitié des semences de riz. Environ 264 000 graines. Mais quelle quantité de riz peut-on planter sur un mu de terre? En se basant sur la taille des plants de riz sauvages du marais, tu fais un rapide calcul et décides de planter sur 64 mus. Bien que cette superficie ne soit pas infinie, elle est déjà considérable. Si ce terrain fait 400 mètres de long, alors une largeur de 107 mètres suffira. C'est presque la taille de 6 terrains de football. Une fois la planification terminée, les terres cultivables s'étendent en une ligne bien droite le long de la rive sud de la rivière Yinchuy. L'extrémité du terrain, près de la clôture, se trouve encore à 300 mètres de la rive. Ensuite, il faut creuser les canaux d'irrigation. Le tracé horizontal et vertical est mûrement réfléchi. Horizontalement, on creuse 20 canaux d'un coup. Chaque canal fait moins d'1 mètre de large. La profondeur est d'environ un demi-mètre, et ils s'étendent sur 110 mètres vers le sud. La main-d'œuvre pour le creusement est également organisée. 50 adultes sont mobilisés à chaque fois. La tribu possède justement 50 pelles. Chacun est responsable d'un peu plus de 2 mètres. Il faut moins d'une demi-heure pour creuser les 20 canaux. En unissant leurs forces, tout le monde a terminé le travail en une seule journée. Le premier jour de la nouvelle année, comme si c'était calculé. Une petite pluie fine et inattendue s'est mise à tomber. Tous ceux qui avaient retenu leur souffle pendant l'hiver ont poussé un soupir de soulagement. L'hiver était enfin terminé. Au même moment, les autres tribus non plus n'étaient pas restées inactives. C'était le moment de faire le bilan des pertes de l'hiver. Et le constat donnait des frissons dans le dos. La situation était plus désastreuse pour chacune d'entre elles. Pour les petites tribus de moins de 100 personnes, perdre 10 membres était considéré comme une chance. La plupart des victimes étaient des enfants et des hommes adultes. Cet hiver avait été bien trop long. De nombreuses tribus, à court de nourriture, ne pouvaient pas survivre jusqu'au printemps. Elles n'ont eu d'autre choix que de se résigner à abandonner une partie de leurs enfants, les regardant mourir de faim, impuissants. Les hommes partaient chasser, bravant le blizzard. Les plus chanceux tombaient sur une bête isolée ou quelques noix. Les moins chanceux, soit ils rentraient bredouilles et mouraient de froid dehors, soit ils tombaient sur une horde et se faisaient massacrer. Même ceux qui revenaient en vie étaient pour la plupart blessés. Perdre des oreilles, des doigts ou des orteils à cause du gel était chose courante. Le nombre de ceux qui finissaient infirmes était considérable. Comparé à eux, la tribu Anne faisait figure de miraculé. Non seulement ils n'avaient pas faim, mais en plus, ils prospéraient de jour en jour. La tribu disposait de nourriture en abondance. Les anciens se sont concertés et ont décidé qu'un événement si heureux méritait une grande fête. Une cérémonie de printemps pour la tribu, pour célébrer la nouvelle année. Tout s'est bien passé, tu ne t'y es pas opposé. Concernant la cérémonie, tu avais tes propres idées. Premièrement, ta tribu ne sacrifierait pas de vie, mais rendrait hommage aux ancêtres. De plus, la cérémonie devait avoir un certain faste. Tu as dessiné un croquis. Tu as personnellement assemblé un grand mât à l'aide d'un tonneau et d'une souche de bois, puis tu as demandé aux femmes de la tribu d'utiliser des peaux de bêtes pour coudre une bannière. Sur cette bannière, elles ont brodé un grand caractère Anne. Une fois que tout fut prêt, tu as rassemblé tous les membres de la tribu. La tribu Anne a alors commencé la toute première cérémonie de son histoire. Au son puissant du grand tambour, tous les membres de la tribu se sont mis à danser spontanément. Il y avait là de la joie pour leur vie heureuse actuelle, mais aussi de l'espoir pour l'avenir. À cet instant, ils étaient convaincus que sous ta direction, la tribu deviendrait de plus en plus puissante. Une fois la cérémonie terminée, tout le monde s'est mis au travail selon tes instructions. Pour l'instant, les matériaux étaient limités. Il n'y avait en tout que 2 charrues à double soc. Tu as choisi 2 taureaux qui avaient été particulièrement dociles ces derniers temps. Tu leur as toi-même passé le harnais de la charrue à double soc, te préparant à labourer le champ. Mais ces taureaux sauvages n'étaient pas encore domptés et ne savaient absolument pas marcher droit. Il n'y avait pas le choix. Une personne devait se tenir devant pour tirer le nez du taureau, guidant patiemment la direction, tandis qu'une autre personne derrière tenait fermement la charrue, pour garantir la profondeur du labour. Et c'est ainsi que, à chaque passage, les 2 socs en bronze de la charrue retournaient une bande de terre d'un demi-mètre de large. La profondeur atteignait 30 cm. L'efficacité était tout à fait respectable. À ce rythme, la rizière serait labourée en 3 jours tout au plus. Il faudrait ensuite niveler le terrain avec soin. Après l'avoir inondé, il ne resterait plus qu'à attendre pour semer les graines de riz. Rangée après rangée, la terre sous les socs de la charrue
se transformait complètement. De sa surface d'origine, d'un vert pâle, elle devenait une terre meuble et brune. Un groupe de jeunes, arrivés à la tribu pendant l'hiver, portant des paniers en osier sur le dos, se sont alignés le long de la terre fraîchement labourée. Ils ramassaient avec soin les racines et les débris que la charrue avait fait remonter. Quant à la fertilisation, tu y as longuement réfléchi, et tu as décidé de laisser ça pour plus tard. D'une part, tu n'avais pas d'engrais préparés à l'avance. D'autre part, c'était la toute première fois que cette terre était cultivée. Il a fallu 3 jours entiers pour labourer et niveler le terrain. Tout le travail était terminé. Mais en voyant le temps encore glacial, matin et soir, le doute s'est installé en toi. Si tu semais les graines maintenant, tu craignais qu'elles ne gèlent toutes en une seule nuit. Cependant, ce n'était pas comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. C'était le moment idéal pour semer les graines d'herbe que tu avais rapportées précédemment. Ces graines de fourrage et de peuplier deviendraient plus tard l'aliment de base pour le bétail de la tribu. À l'ouest du site de la tribu Han, une zone avait déjà été désignée pour devenir un pâturage. Tout le monde, portant des sacs remplis de graines, s'est dispersé le long du pâturage. Ils marchaient en semant les graines uniformément. Il n'y avait aucune inquiétude à avoir quant à leur survie. Le sol, encore boueux après la pluie de printemps, permet aux noyaux de pêche de s'enraciner rapidement dès qu'ils touchent terre. En quelques jours à peine, de tendres pousses vertes percent la surface. Pour le moment, impossible de planter le riz. La tribu ne manque ni de nourriture ni de vêtements. Alors, que faire de tout ce temps libre? Une idée te traverse l'esprit, tu décides de commencer par améliorer l'équipement au pied de tout le monde. Tu rassembles les femmes de la tribu et leur montres personnellement comment tresser des sandales de paille. En réalité, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de croiser la paille horizontalement et verticalement pour former une semelle. Ensuite, on l'attache au pied avec quelques fines cordelettes. Dès leur apparition, les sandales de paille sont adoptées par tous les membres de la tribu, qui en profitent pour lancer un grand nettoyage de printemps. Ils se ruent en masse vers la petite rivière, les uns pour se baigner, les autres pour brosser leur peau. Certains lavent les peaux de bêtes. Quelques hommes, qui ne craignent pas le froid, sont encore plus directs. Ils se confectionnent des jupes avec de l'herbe et les enfilent. C'est à ce moment-là que l'ancien arrive en courant, tout affolé, en criant « Nous n'avons presque plus de sel. » Cette nouvelle te glace le sang. Tes nerfs, à peine relâchés depuis quelques jours, se tendent à nouveau. Le sel est une ressource vitale pour la survie de la tribu. Il faut trouver une solution, et vite. Après mûre réflexion, tu ne vois qu'une solution, demander à tout le monde de manger de la viande séchée pour le moment, car elle contient beaucoup de sel. Cela permettra de compenser temporairement le manque de sel. Mais l'ancien fronce les sourcils. Alors, on ne va pas chercher du sel? J'ai entendu dire qu'il y en avait dans la grotte de Xichan. À ces mots, tu secoues la tête. Le sel se trouve au fond d'une petite crevasse. Seuls les enfants pourraient y entrer. Mais je ne peux pas les laisser prendre un tel risque. Cependant, ne vous inquiétez pas. J'ai un moyen de fabriquer des outils pour percer la montagne. Il me manque juste quelques matériaux pour l'instant. Il faut aller à la montagne Babao pour extraire du minerai. En attendant, la tribu tiendra le coup avec la viande séchée. Les membres de la tribu unissent leurs forces et se hâtent de travailler sur le point d'eau et les 20 parcelles de rizières adjacentes. Après un dur labeur, les 64 parcelles de rizières sont entièrement labourées. L'expédition minière est enfin à l'ordre du jour. Un groupe d'hommes, peinants et grognants, transporte le bateau en bois jusqu'à la rivière Yinshui. L'embarcation de 3 mètres de large est mise à l'eau dans le chenal de 4 mètres. Elle paraît immense. Les membres de la tribu, sur la rive, observent le bateau flotter et ne cessent de murmurer « Est-ce que ce bateau peut vraiment transporter des gens? On ne va pas tomber à l'eau dès qu'on montera dessus ?» À ces mots, sans dire un mot, tu enjambes le bord et sautes dans le bateau. L'embarcation tangue quelques instants, puis se stabilise sur l'eau. Tu te tournes alors vers la foule et cries « Qui d'autre monte? Ceux qui ne montent pas devront tirer le bateau depuis la rive. » En voyant ça, les autres prennent leur courage à 2 mains. Plouf, plouf. Plusieurs personnes te rejoignent à bord. Tout est prêt. Une équipe de 26 personnes se met en route en une imposante procession. Ce sont tous des hommes forts et robustes. Ils sont bien équipés, chacun armé d'une longue lance, d'un grand arc et d'une pelle en cuivre. Ils ont un carquois et portent chacun 50 flèches de jade. Les 4 plus costauds en portent en plus une hache en cuivre à manche court. La scène des adieux est incroyablement animée. Tous les membres de la tribu, hommes, femmes, jeunes et vieux, se sont rassemblés au bord de la rivière. Les femmes s'affairent, chargeant de la viande séchée et des pêches sur le bateau. Les enfants, tenant en laisse huile louveteaux, sautillent joyeusement sur la rive pour assister au spectacle. Que bigne, l'air triste de te voir partir,
tire sur le PAN de ton vêtement et te tend une gourde en peau de serpent. Tu la prends, lui sourit et lui ébouriffe affectueusement les cheveux. Je pars juste chercher quelques pierres. Je serai de retour très vite. Tout le monde monte à bord et vous commencez à remonter le courant de la rivière Yinshui. Même si remonter le courant est un peu lent, c'est bien plus rapide que de marcher. En quelques heures à peine, vous êtes arrivé à l'endroit où tu as rencontré le grand arbre pour la première fois. Arrivé à la lisière de la forêt sombre, tu as vite débarqué pour préparer le repas et vous reposer un peu. Tout le monde était épuisé par cette matinée de travail. Une fois le repas terminé, vous avez chargé les outils et les provisions sur le dos des bœufs, et ensemble, vous avez traîné le bateau pour le cacher dans les bois. Vous avez laissé Mutin, qui connaissait bien le terrain, et 4 jeunes de la tribu des rats noirs pour monter la garde. Les 20 personnes restantes ont chacune pris un bœuf en main et t'ont suivi vers la mine. Tu t'es retourné pour donner des instructions détaillées à Mutin. Mutin, je vais vous laisser de la nourriture à tous les 5. Vous allez devoir monter la garde ici pendant environ 7 jours. Si vous repérez des ennemis que vous ne pouvez pas vaincre, abandonnez le bateau en bois et fuyez vers la montagne Bebo SHN. Et surtout, ne les attirez pas vers notre tribu. Après le déjeuner, le groupe a soigneusement caché le bateau en bois. L'équipe de minage a repris sa route. Mais qui aurait pu imaginer ce qui allait se passer? En pleine nuit, alors que tout le monde dormait profondément. Un rugissement féroce a retenti depuis la forêt, un cri si puissant qu'il en était assourdissant. Sursautant de peur, tout le monde s'est redressé d'un bond et a levé les yeux. Ils n'ont vu qu'un géant à l'allure bestiale, couvert d'une longue fourrure rousse et dorée, et dont les muscles semblaient prêts à exploser. La créature fonçait droit sur le campement de la tribu Han, toute griffe et croc dehors. USHN et Rubo, les 2 pachydermes, ont été les premiers à pousser un barrissement furieux et à charger le singe géant. Le singe géant n'a pas hésité une seconde. Il a bondi depuis un arbre et, d'un simple revers de ses bras, a envoyé USHN valser sans effort. En voyant cela, ton cœur s'est serré. Tu as hurlé à tout le monde de prendre les armes en vitesse. Toi-même, tu as tendu une main tremblante, cherchant à tâtons sur le sol. Ce n'est qu'après avoir saisi ta lance d'or que tu as retrouvé un semblant de courage. Les autres ont également empoigné leur lance de bois, mais ils étaient si terrifiés que leurs jambes tremblaient violemment, les empêchant de tenir fermement sur leurs pieds. Une fois au sol, le géant a ouvert une gueule béante, dégoulinante d'une salive épaisse. Il a poussé un nouveau rugissement qui a fait bourdonner la tête de tout le monde. Réprimant ton mal de tête, tu as ordonné à tes hommes de lever leur lance pour attaquer, tout en brandissant toi-même ta lance d'or. Tu as été le premier à frapper des stocks vers la poitrine du géant. La force de la créature était phénoménale. Il a attrapé le manche de la lance et, d'un simple mouvement de bras, t'a projeté dans les airs. En un clin d'œil, le géant s'est retourné et a attrapé un des jeunes de la tribu des rats noirs. D'un crack sonore, il lui a brisé le cou et a utilisé le cadavre comme une arme, le projetant sur le groupe. Le groupe a été instantanément plongé dans le chaos. Tu t'es relevé et tu as hurlé de toutes tes forces. Disperez-vous. Éloignez-vous. Utilisez les lances et les arcs. Ce n'est qu'alors que les hommes ont repris leurs esprits et se sont dispersés. Ruer a saisi sa chance. Il a empoigné sa lance et l'a plantée dans la poitrine du géant, mais elle ne s'est enfoncée que de quelques centimètres. Le géant a attrapé la hampe de la lance et l'a brisée net. Au même moment, USHN s'était remis de ses blessures. Poussant un nouveau rugissement, il a chargé et attaqué le géant par derrière, réussissant à le faire basculer. La douleur a rendu le géant fou de rage. Se retournant, il a brisé l'une des défenses de USHN. Alors que la situation semblait désespérée, tu as profité d'une ouverture, le géant étant ralenti par sa blessure. Tu as porté un coup de lance. Encouragé par ton geste, les autres ont attaqué à leur tour. De longues lances se sont plantées dans la poitrine du géant, venant de toutes les directions. Le géant s'est débattu un instant, a craché une giclée de sang frais, puis s'est effondré lourdement, sans plus un mouvement. À l'issue de cette terrible bataille, la tribu en a subi de lourdes pertes. 2 jeunes ont été tués. La poitrine de Duer a été lacérée. Dali a été frappé au point de subir une commotion cérébrale et a perdu 3 grosses molaires. De nombreux autres ont été légèrement blessés. Mais le groupe n'avait même pas eu le temps de souffler, qu'ils ont entendu un tumulte de cris se rapprocher rapidement. Ton cœur s'est serré, tu as eu un mauvais pressentiment. Il y a encore une horde d'ennemis. Tout le monde, au combat. Le singe géant de tout à l'heure était sûrement un guerrier cannibale. Puis il a crié à Dachou, « Dachou, emmène 5 jeunes avec toi et partez en premier. Prenez tout le bétail, ainsi que les blessés et les corps. Courez tout de suite vers la montagne Babao. Une fois là-bas, trouvez un endroit où vous installer. Si vous ne trouvez rien à manger, tuez une bête. » Le visage de Dachu se crispa de réticence. Les yeux rougis, il répliqua, « Et toi? Où est-ce que tu vas ?» Tu tapasses du pied, exaspéré. « Nous,
On reste ici pour attirer l'attention de l'ennemi, pour vous faire gagner du temps et vous permettre de fuir. » Dashu voulut protester encore. Mais en voyant ton regard furieux, il n'eut d'autre choix que de partir à la hâte avec ses hommes. Tu te tournas alors vers le reste de la tribu et leur donna tes ordres à voix basse. « Prenez vos arcs et suivez-moi. Que chacun prenne une torche dans le feu de camp. Lancez-les devant nous. Ça nous aidera quand les ennemis arriveront, pour qu'on puisse viser. » Tout le monde s'exécuta. Les torchers, une fois lancés, éclairèrent une petite zone. Le groupe se cacha dans l'obscurité, les nerfs à vif. « Ne faites pas un bruit. Attendez que les ennemis se rapprochent. À mon signal, décochez tous en même temps. Peu importe si vous touchez ou non, courez immédiatement après. Notre but est de les attirer ailleurs. » Les ennemis approchaient. À la faible lueur des torchers, on pouvait distinguer les étranges totems peints sur leur corps et les parures en os humains qu'ils portaient au cou. Leur allure seule suffisait à inspirer la terreur. Kiao, le chef de l'escouade de chasse des cannibales, aperçut le cadavre du géant et devint livide. « Vite, venez voir. Notre maître a été tué. » Même si tu ne comprenais pas leurs paroles, tu devinas que la situation était critique. Saisissant le bon moment, tu hurlas, « Tirez !» 11 flèches partirent en un instant, et toutes atteignirent leur cible. L'ennemi fut aussitôt plongé dans la confusion. Tu t'époumonas alors, courez, vite. Tu attiras délibérément les ennemis vers le sud, les menant dans une course-poursuite jusque près du territoire de la tribu des Rats Noirs. À ce moment-là, les membres de la tribu des Rats Noirs préparaient tranquillement leur petit déjeuner. Une femme, partie chercher de l'eau à l'ouest, aperçut soudain un groupe d'hommes d'une tribu étrangère, armés et s'approchant furtivement. La peur lui fit presque lâcher la jarre en terre qu'elle tenait. Sans même penser à prendre l'eau, elle fit demi-tour et courut vers le campement, tout en hurlant « à l'ennemi ». En entendant son cri, Shuda ordonna immédiatement aux hommes de prendre leurs lances de pierre et de se préparer au combat, tandis que les femmes transportaient des pierres pour défendre l'arrière. Mais les cannibales n'en avaient que faire. Arrivés à portée, ils lancèrent une volée de haches de jet. La tribu des Rats Noirs n'avait pas de bouclier. Tous se jetèrent à terre pour esquiver. Leur formation fut brisée en un instant. Aussitôt, les cannibales lancèrent leurs lances d'os. Plusieurs membres de la tribu des Rats Noirs s'effondrèrent. Les yeux de Shuda devinrent rouges de fureur. Il ordonna aussitôt aux siens de riposter avec leurs lances. Mais la qualité de leurs armes de pierre était médiocre. Leur portée était trop faible. Après une première volée, l'effet fut quasi nul. Les cannibales profitèrent de l'occasion pour se ruer sur la palissade et la renverser en unissant leurs forces. Les deux camps s'affrontèrent au corps à corps dans une mêlée sanglante. Alors que la tribu des Rats Noirs était sur le point d'être anéantie, tu surgis derrière l'ennemi avec tes guerriers de la tribu Han, tel un dieu de la guerre descendu du ciel. Vous avez d'abord décoché une pluie de flèches à distance. Une flèche empennée se planta avec précision dans le dos d'un ennemi qui poussait la palissade. Il s'écroula, raide mort. Les membres de la tribu des Rats Noirs restèrent bouche bée. Shuo, qui avait l'œil vif, te reconnut. Il s'écria aussitôt, fou de joie, « C'est le chef de la tribu Han. Il est venu nous sauver. » Profitant de leur position surélevée, les guerriers de la tribu Han firent pleuvoir les flèches, prenant les cannibales par surprise. Après plusieurs salves, tu crias, « Cessez le tir. Prenez vos lances et chargez avec moi. » Aussitôt, tes hommes chargèrent les rangs ennemis, féroces comme des tigres dévalant une montagne. La situation s'est retournée en un instant. En peu de temps, la tribu cannibale fut complètement anéantie. Voyant le combat terminé, Shuda, reconnaissant, vous a pris la main. Merci de nous avoir aidés à vaincre nos ennemis. Comment saviez-vous que nous étions en danger? Votre cœur a raté un battement, mais vous avez gardé votre sang-froid et inventé un mensonge. Nous allions récolter des provisions très loin d'ici et nous avons traversé la forêt sombre, au nord de votre territoire. Là-bas, nous avons rencontré la tribu des cannibales. Ils ont envoyé un singe géant cannibale à la fourrure rouge pour nous attaquer, mais nous l'avons tué. Ensuite, ces cannibales ont continué leur route en direction de votre tribu. Nous voulions venir vous prévenir, mais nous ne pensions pas que les ennemis arriveraient avant nous. C'est pour cela que nous sommes ici. En entendant parler d'un singe cannibale, Shuo est devenu blême de peur et a dit en tremblant. Ce sont les démons qui vivent sur la montagne noire. Nos ancêtres les ont déjà rencontrés. Ils vont amener le malheur sur notre tribu. Disant cela, il vous a entraîné dans sa tente. Montrant une stèle, il a commencé à raconter une ancienne légende. Apparemment, ce géant capturait les membres des tribus, pour les transformer en cannibales, spécialisés dans la capture d'humains comme nourriture. Les membres de la tribu du Rat Noir écoutaient, terrifiés. Shuda s'est empressé de vous supplier. À ces mots, vous avez secoué la tête avec un sourire amer. Je ne sais pas non plus comment vaincre ce monstre.
Nous ne pouvons compter que sur de solides murs de briques pour nous défendre. Cette fois, si nous avons vaincu le géant, c'est grâce à l'aide de 8 champs. Le chaman Shu et Shuda ont aussitôt affiché une mine soucieuse. Ensuite, Shuo a demandé timidement, la tribu du rat noir pourrait-elle aussi construire des murailles comme celle-là? En entendant cela, vous avez saisi l'occasion pour leur faire une proposition. C'est compliqué. Même pour nous, la tribu Han. Construire une muraille aussi haute et solide demande beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Et aussi énormément de nourriture. Mais, si vous construisez cette muraille avec nous, elle sera assez grande pour que nous puissions tous y vivre ensemble. Nous pourrons travailler tous ensemble, et nous aurons alors de la nourriture à ne plus savoir qu'en faire. Et les meilleures armes. Le chaman Shu et Shuda en ont immédiatement discuté entre eux. À cet instant, rejoindre la tribu Han était en effet la meilleure option. Cela leur garantirait la sécurité et l'accès à des armes puissantes. Les deux sont donc venus vous voir pour vous faire part solennellement de leur décision. Nous acceptons de rejoindre votre tribu. Nous espérons que vous nous traiterez aussi bien que les vôtres. À ces mots, vous avez été transportés de joie. Bien sûr, bienvenue dans la tribu Han. À partir de maintenant, vous faites partie de mon peuple. Je traiterai tous les membres de la tribu sur un pied d'égalité. Maintenant, vous avez organisé le déménagement de la tribu du rat noir, puis vous êtes partis avec les vôtres pour rejoindre Dashu. Tous les blessés se remettaient lentement, et le travail n'a pas été retardé. Le travail a commencé sans relâche. La montagne Babao est riche en minerais. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Onkui a extrait une grande quantité de réalgar. Il a aussi récupéré de la chaux et du sulfure de fer, avec l'intention d'utiliser ce dernier pour produire de l'acide sulfurique. De cette façon, il pourrait ouvrir l'entrée de la mine. Une fois l'extraction terminée, vous avez retrouvé Mutin et les autres qui gardaient le bateau en bois, avant de faire monter à bord les bœufs qui transportaient le minerai. Chargé de minerai, le bateau s'enfonçait profondément dans l'eau. Quelques personnes se sont serrées à bord pour ramer et descendre le courant. La vitesse était fulgurante. En un rien de temps, ils ont aperçu les membres de leur tribu qui les attendaient sur la rive, ainsi que la tribu du rat noir qui venait de les rejoindre. Tout le monde vous regardait revenir, lourdement chargé. Tous acclamaient joyeusement sur la rive. Les hommes se sont immédiatement rassemblés pour aider à décharger le minerai. Mais toi, tu fronçais les sourcils. La tribu comptait désormais plus de membres. Leur installation est devenue un vrai problème. La grotte d'origine était étroite et surpeuplée. Impossible de loger autant de monde. Il n'y avait pas le choix. Tout le monde a dû construire des huttes de paille sur le terrain vague à l'intérieur de l'enceinte. Heureusement, les gens de la tribu des rats noirs n'étaient pas si exigeants. Ils avaient déjà l'habitude de vivre dans des huttes de paille. Et en plus, en arrivant dans la tribu Han, la viande et les peaux de bêtes s'entassaient comme des montagnes, et il y avait aussi beaucoup de gros bétail plein de vie. Ils étaient fous de joie. Sans dire un mot, ils se sont mis à construire leur hutte avec entrain. Ensuite, tu as annoncé à tout le monde que dorénavant, pour aller aux toilettes, tout le monde devrait le faire à un endroit précis. C'est de l'engrais naturel. Il ne faut absolument pas le gaspiller. Une fois l'affaire des huttes réglée, tu t'es tourné vers le boiteux pour lui donner des ordres. Ces prochains jours, fabrique plus de poteries. Elles serviront aux nouveaux membres de la tribu. Fais aussi quelques jarres à eau supplémentaires. En entendant cela, le boiteux n'était pas très content. On vient de ramener tellement de minerais de cuivre. On ne va pas le fondre maintenant? Tu l'as flatté comme on le ferait avec un enfant, laisse Dazui et les autres s'occuper de la fonte du cuivre pour le moment. Tu interviendras pour la purification finale. Pour l'instant, va fabriquer les poteries. Tu es le meilleur potier de la tribu. Je n'aime pas le travail des autres. À ces mots, le mécontentement du boiteux s'est aussitôt dissipé. Tout content, il a promis de faire de belles poteries. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied jusqu'au soir. Un campement de simples huttes de paille au toit arrondi a surgi comme par magie. Le soir, les anciens et les nouveaux membres de la tribu se sont assis ensemble pour partager leur premier dîner dans une ambiance festive. Pendant le repas, tout le monde discutait et riait, et les liens entre les membres de la tribu se sont, sans qu'ils s'en rendent compte, resserrés. Après le dîner, les hommes se sont regroupés. Ils examinaient avec enthousiasme les armes tranchantes de la tribu Han, et leurs outils ingénieux. Les femmes non plus n'étaient pas en reste. Assises en cercle, elles échangeaient leurs techniques pour tresser des sandales de paille et des paniers en rotin. Les nouveaux arrivants apprenaient humblement à leur côté, assimilant petit à petit des mots de la langue Han. Alors que chacun vaquait à ses occupations, tu as pris une pelle en bronze. Et, poussant une brouette, tu t'es mis discrètement au travail près des enclos et des latrines. La scène n'a pas échappé à l'ancien. Perplexe, il s'est approché. Chef, pourquoi creuses-tu dans les latrines? Ce qu'il y a dedans a une utilité. En entendant ça, tu t'es agacé et tu as répondu sèchement.
je ne suis pas en train de déterrer des oignons. C'est la terre à côté des latrines. L'ancien était encore plus perplexe. Il n'y comprenait rien. Chef, à quoi peut bien servir cette terre? On ne s'en sert pas pour la poterie. Tu ferais mieux de te dépêcher de trouver un moyen de récolter du sel. Avec tous ces nouveaux membres, nos réserves de sel ne vont pas tenir longtemps. Bouillonnant de colère, tu as répliqué, tu ne vois pas que c'est exactement ce que je prépare? Je creuse cette terre pour ouvrir la mine de sel. C'est bon, ne t'en mêle pas. Je sais ce que je fais. L'ancien est resté là, à regarder ta silhouette affairée. Il doutait fort que creuser la terre puisse ouvrir une mine de sel. Il se demandait si le chef ne cherchait pas simplement une excuse. En réalité, tu savais parfaitement ce que tu faisais. La terre près des latrines contient du salpêtre. Une fois extrait, on peut en faire des explosifs. Et c'est seulement avec des explosifs qu'on pourra faire sauter la mine de sel. Tu as demandé à quelques femmes de purifier le salpêtre. Le procédé était très similaire à celui du raffinage du sel. Le lendemain, des cristaux de salpêtre d'un blanc éclatant avaient été produits avec succès. Après le salpêtre, il faut encore trouver un moyen de produire de l'acide nitrique et de la glycérine, pour ensuite synthétiser la nitroglycérine, d'une puissance redoutable. La glycérine, elle, doit être extraite des graisses. Heureusement, lors de l'attaque de la meute de loup l'hiver dernier, la tribu a récolté une grande quantité de graisse animale. On ne manque donc pas de cette matière première. Quant à l'acide nitrique, il faut le produire en faisant réagir du salpêtre avec de l'acide sulfurique. Sauf que pour l'instant, tu n'as pas d'acide sulfurique. Tu as donc jeté ton dévolu sur la pyrite. À l'endroit où tu fais habituellement du charbon de bois, tu as soigneusement choisi un terrain plat. Tu t'es mis au travail méthodiquement. D'abord, tu as empilé un tas de bois de chauffage. Ensuite, tu as empilé les morceaux de pyrite en plaques tout autour du bois. Pour finir, tu as formé une sorte de petite colline, en recouvrant complètement le bois. Tu n'as laissé que quelques trous à la base pour allumer le feu. Ensuite, tu as recouvert le tout d'une épaisse couche d'herbe sèche, puis d'une couche de boue humide. Il fallait cependant laisser quelques trous d'aération en bas et au sommet. Une fois tout préparé, tu as utilisé une fine branche enflammée pour allumer prudemment le bois de chauffage par les trous d'aération inférieurs. Le feu a pris. La pyrite contient du soufre, et en un clin d'œil, le minerai s'est mis à brûler ardemment à l'intérieur de la coque de boue. Cette réaction de réduction par la chaleur prend pas mal de temps, environ une quinzaine de jours. Tu as donc profité de ce temps libre pour te mettre à fabriquer en poterie l'équipement de distillation nécessaire à la purification de l'acide sulfurique, ainsi que le matériel pour l'acide nitrique et la soude. Tu as tout mis à sécher avant de le cuire. Tu as confié ce travail minutieux au boiteux en toute confiance, et tu as profité de ton temps libre pour aller inspecter le bétail. Tu as remarqué que le temps se réchauffait de plus en plus. Les animaux de la tribu, comme s'ils s'étaient donné le mot, ont tous commencé à perdre leur pelage d'hiver. En voyant ça, tu as eu un déclic. Le moment était venu. Tu t'es empressé de préparer les semailles. Dans l'entrepôt étaient stockées des semences de riz sauvage, d'arachides, de piments et de chanvre. Pour planter les arachides, il faut d'abord les décortiquer et les faire tremper. Tu as emmené avec toi quelques filles aux doigts agiles. Vous avez trouvé un terrain vague et vous vous êtes assis par terre. Vous avez commencé à vous affairer. Shuhu, qui passait par là, a vu la scène. Il s'est approché, l'air perplexe, et a demandé, « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous ne mangez pas ces noix ?» Tu as expliqué en souriant. « Nous allons planter ces noix. Retenez bien ça. Ça s'appelle une arachide. » Xu Xiaosheng a répété le mot plusieurs fois, toujours sans comprendre. « Et ça veut dire quoi, planter ?» Tu lui as patiemment expliqué point par point. Planter, ça veut dire qu'au printemps, on enterre ces noix dans la terre. On arrose un peu, et elles se transforment en une plante. Et quand l'automne arrive, pour une seule arachide que tu as enterrée, tu peux être sûr d'en récolter des dizaines, voire des centaines. Avec ces 4 paniers que nous plantons, on pourra récolter au minimum 400 paniers, et peut-être même plusieurs milliers. Xu Xiaosheng en est resté bouche bée. Ses yeux se sont écarquillés, il n'arrivait pas à y croire. Tu as hoché la tête avec assurance. Tant qu'on s'y prend bien, la récolte sera encore plus grande. Et on ne va pas planter que des arachides. On va aussi planter du riz. Et le riz, c'est encore mieux. Tu plantes un grain au printemps, et à l'automne, tu en récoltes au moins 10 000 fois plus. C'est ça, la méthode dont je parlais pour nourrir 6 000 personnes grâce à cette terre. Shuda, qui écoutait attentivement à côté, s'est précipité vers toi et a dit, « Je crois qu'on a vraiment intérêt à bien faire ça. Cette plantation a l'air bien plus importante que la chasse. » Tu as hoché la tête en signe d'approbation. Après tout, Shuda a été chef. Il comprend tout de suite. À ce moment-là,
Shuhu parut se souvenir de quelque chose et s'exclama avec enthousiasme, « Chef, je viens de me rappeler, quand on a déménagé, on a ramené quelques sacs de cacahuètes. On peut les planter aussi? On ne manque pas de nourriture pour le moment. Je pense qu'on devrait les planter aussi. » En entendant ça, ton visage s'illumine de joie, c'est une excellente nouvelle. Tu demandes immédiatement à tes hommes de trier ces cacahuètes. Rappelez-vous, il faut absolument ne garder que celles qui sont intactes. Shuhu hoche la tête à plusieurs reprises. S'appuyant sur sa canne, il se hâte d'aller trouver ses anciens compagnons de tribu pour leur donner des instructions. À ce moment-là, Shuda te demande avec empressement. « Et moi? Qu'est-ce que je fais? » « Toi, rassemble quelques hommes et viens labourer la terre avec moi. » À ces mots, Shuda part chercher des hommes avec un grand enthousiasme. Le lendemain, de bon matin, Shuda, aux côtés des autres membres de la tribu, apprend avec application à atteler la charrue, en bronze au bœuf. Une femme expérimentée de la tribu amène les bœufs par l'avant, tandis que Shuda guide la charrue par l'arrière. En voyant la terre se retourner comme des vagues au passage de la charrue en bronze, Shuda est à la fois surpris et excité. Avec 2 bœufs et 2 charrues travaillant de concert, le travail avance à une vitesse impressionnante. De ton côté, tu n'es pas resté inactif. Tu as mis à tremper les 22 gines de semences de riz dans une jarre d'eau. Ces graines doivent tremper pendant au moins 24 heures. Pendant que les graines trempent, tu as choisi une parcelle à l'extrême ouest de la rizière. Tu ouvres le canal d'irrigation et commences à inonder le terrain, le préparant pour servir de pépinière. Une fois triées, les graines de cacahuètes sont aussi mises à tremper. Les cacahuètes peuvent être semées directement en plein champ, mais à condition que le terrain soit bien préparé. Pour que le riz, les cacahuètes et les piments puissent être semés en même temps, Shuda et ses hommes labourent la terre avec acharnement. Le travail des 136 mus de terre dure de l'aube au crépuscule. Tout le monde a le dos en compote. Mais leur enthousiasme ne faiblit pas. Quand un homme est fatigué, un autre le remplace. Quand un bœuf est fatigué, un autre prend le relais. Les 2 charrues en bronze fendent la terre sans relâche. En moins de 2 jours, toutes les parcelles prévues ont été labourées une première fois. Le sol est devenu meuble et aéré, et les mauvaises herbes ont été complètement retirées. Les graines qui ont trempé sont retirées de l'eau et soigneusement recouvertes de paille. On les arrose et on les place près du four à charbon pour les faire germer. Le 3e jour, tout le monde commence à semer les graines de riz germées de manière uniforme dans le champ, puis à les recouvrir délicatement d'une fine couche de terre. Finalement, on ouvre une brèche dans le canal d'irrigation pour inonder lentement le champ. Pour semer les cacahuètes, il y a une technique précise. Il faut laisser un demi-mètre entre chaque rang, et 15 cm entre chaque plant. Le semeur tient un bol de cacahuètes dans la main gauche et une petite pelle en bois pointue de 15 cm de long dans la main droite. On utilise d'abord la pelle en bois pour mesurer la distance et creuser un petit trou. On y dépose 2 graines de cacahuètes, puis on recouvre de terre. Ensuite, on plante la graine suivante, et ainsi de suite. Pour finir, on arrose le tout abondamment. La méthode pour semer les piments est similaire à celle des cacahuètes. Un poquet tous les 50 cm, avec 30 cm entre chaque plant. Creuser le trou, semer les graines, recouvrir de terre et arroser, tout cela est fait d'un seul geste. Pendant toute la période des semailles, près de 200 personnes de la tribu An travaillent au champ. Toi y compris. L'union fait la force. Le travail agricole des 140 mus de terre est terminé en une demi-journée, et personne ne se sent vraiment fatigué. Le lendemain des semailles, la vie de la tribu reprend son cours normal. Xuzi continue de fabriquer des poteries. Tu as même choisi quelques adolescents parmi les nouveaux membres de la tribu pour l'aider. Les poteries fabriquées ne doivent pas seulement subvenir aux besoins quotidiens des nouveaux membres, il faut aussi en constituer un stock, en prévision des futurs échanges avec d'autres tribus. Uzi Dazui. Et puis il y a les 2 frères, Damao et Uermao, qui se consacrent corps et âme à la forge. Tu les vois devenir de plus en plus habiles de jour en jour. Une fois l'équipement de l'équipe de chasse amélioré, j'ai l'intention de leur trouver une place dans l'unité Scorpion. La chasse est d'une facilité déconcertante, et le gibier si abondant qu'on ne peut même pas tout manger. Mais avec la chaleur, la nourriture se conserve mal. L'équipe de chasse a dû faire une pause. Mais pas question de les laisser se tourner les pouces. Une partie des hommes a été envoyée cueillir des épines d'arbres anthropophages dans l'arrière-pays montagneux. Ces épines peuvent servir de pointe de flèche et constituent une ressource stratégique. Il faut en stocker une grande quantité, et en profiter pour planter quelques arbres anthropophages au passage. Une autre partie des hommes est chargée de couper des arbres. Les troncs serviront à construire des maisons et à fabriquer des objets. Les branches, une fois séchées, deviendront du bois de chauffage. Et un dernier groupe est parti dans la jungle pour capturer des poules. Tu es bien décidé à développer l'élevage, et pour ça, les volailles et le bétail sont parfaits.
On ne peut pas chasser des faisans sauvages à chaque fois qu'on en a besoin. Il faut donc mettre en place un élevage durable. Il y a pas mal d'espèces d'oiseaux à élever près de la tribu, comme les tétras, les pintades et les poulets noirs à queue rouge. Tu as aussi délimité un terrain à côté de l'enclos des lapins, avec des briques et des bâtons de bois. Tu as construit un poulailler en chaume, entouré d'une clôture haute comme un homme. On coupe les plumes des ailes des poules capturées pour qu'elles ne puissent plus s'envoler. Pour leur nourriture, il suffit de cueillir les herbes sauvages des prairies voisines. La luzerne et le raigrasse poussent à foison. Assez pour nourrir tout ce petit monde. Au matin du 3e jour, Chouo et l'ancien, les 2 vieillards, se sont retrouvés et chuchotent avec enthousiasme, l'air un peu niais. À peine as-tu franchi l'enceinte qu'ils t'aperçoivent. L'ancien s'époumonne en criant « Chouli, viens vite voir. Le riz dont tu parlais, il a poussé. » Tu étais encore un peu endormi, mais ces mots te réveillent instantanément. Tu piques un sprint vers la rizière. Arrivé sur place, tu contemples la scène. Le champ de semis est couvert d'innombrables petites têtes vertes. Tes yeux s'embuent soudainement. Ta voix est étranglée par l'émotion. C'est magnifique. Elles ont vraiment poussé. Je vais enfin pouvoir remanger du riz. En te voyant dans cet état, l'ancien te demande, perplexe, Chouli, qu'est-ce qui t'arrive? Tu reprends tes esprits. Tu te tournes et déclares, rien, c'est juste la joie. Au fait, vous deux, allez dire à tous les membres de la tribu de ne plus marcher dans les champs. Quiconque abîme ces jeunes pousses sera privé de nourriture pendant une journée. Dites aux enfants de surveiller le bétail et les louveteaux, qu'ils ne s'approchent pas des champs. Celui qui enfreindra cette règle sera privé de nourriture pour la journée. Quiconque ose détruire notre nourriture, je le punirai en le privant de nourriture. Chouo, à tes côtés, te suggère, Chouli, et si on construisait une clôture avec des branches? Tu balais l'idée d'un geste de la main. Non, ce serait une perte de temps et d'énergie. Il suffit de bien expliquer l'interdiction à tout le monde. Et bien sûr, pendant le petit déjeuner, personne ne s'est opposé à l'interdiction. Tout le monde sait que ces jeunes pousses sont nos futures réserves de nourriture. Le 7e jour, les arachides et les piments ont aussi commencé à germer et à percer la terre. Le riz a développé sa première feuille, et les champs sont d'un vert éclatant. La vie est partout. Dans le poulailler, le nombre de poulets noirs est passé à plus de 30, et les lapines sont sur le point de mettre bas. En regardant le bétail dans les enclos, tu te remets à penser à ce chariot à 4 roues que tu n'as pas encore construit. La production de métal est un facteur clé qui freine le développement de la tribu. Auparavant, les réserves étaient faibles. De nombreux projets ont dû être mis en attente. Mais maintenant que le minerai est abondant, des projets comme les harnais, le chariot à 4 roues et les tonneaux en bois peuvent être relancés. Un harnais n'est pas si difficile à fabriquer, ce sera parfait pour le cerf d'Agiaolu. Tu fabriques le harnais et, impatient, tu fais amener un grand cerf mâle dans la force de l'âge. Tu l'équipes, puis tu sautes sur son dos et tu pars. Tu fais un tour dans la prairie à l'ouest de la tribu. Les sensations sont plutôt bonnes. Quand tu auras fini, occupe-toi des tonneaux. La tribu a besoin de récipients pour l'eau qui soit facile à transporter. La poterie est fragile et son étanchéité laisse à désirer. C'est pour ça qu'il faut faire des tonneaux. Planifie bien les dimensions. Choisis le bois de chamuxine qui reste de la construction des bateaux, et laisse Mutin et les autres les fabriquer selon la méthode que tu leur as montrée. C'est ainsi que divers types de tonneaux ont commencé à voir le jour dans la tribu Han. Il y en avait pour le transport, pour l'usage quotidien. Avec des poignées, il y en avait de toutes sortes. L'ancien, en regardant ces tonneaux, n'a pas pu s'empêcher de demander à Chouli, « Pourquoi fabriquons-nous autant de tonneaux ?» Tu as expliqué en souriant, « Pour s'en servir, bien sûr. Et ceux qu'on n'utilise pas, on pourra les échanger avec d'autres tribus. Ces tonneaux sont bien plus pratiques que la poterie pour transporter de l'eau. C'est sûr que ça intéressera du monde. Mais je ne les lâcherai pas pour moins de 10 jeunes gaillards en échange. » Le problème des tonneaux en bois étant réglé, tu t'es immédiatement consacré entièrement au chariot à 4 roues. La partie la plus importante d'un chariot est bien sur la roue. Son processus de fabrication est complexe. Elle doit aussi supporter une lourde charge. La méthode que nous utilisions pour les brouettes ne fonctionnera certainement pas. Après y avoir bien réfléchi, tu as donné à Mutin 2 séries de mesures précises, en lui recommandant solennellement. Fabrique 4 roues selon ses dimensions, 2 grandes et 2 petites. Assure-toi de choisir du bois bien solide. La fabrication des grandes roues prend du temps. Tu n'avais pas le temps d'attendre et tu es parti t'occuper d'autres affaires urgentes. En un clin d'œil, la boue de pyrite avait déjà cuit pendant 11 jours. Voyant que le moment était presque venu, et comme il fallait ensuite produire de l'acide nitrique, pour éviter tout danger inutile, tu as décidé de t'isoler. Tu as travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours entiers. Finalement, tu as obtenu 2 grandes jarres d'acide sulfurique, ainsi qu'une centaine de gines de cristaux d'oxyde de fer.
Ces cristaux sont de la pure poudre de fer. À l'avenir, on comptera sur ça pour forger des objets en fer. Avec de l'acide sulfurique, fabriquer de l'acide nitrique était bien plus simple. Tu as sorti un tout nouvel équipement de distillation. Tu as versé l'acide nitrique purifié par les femmes et l'acide sulfurique d'un seul coup dans l'alambic. Peu de temps après le début de la distillation, l'acide nitrique était prêt. Voyant que l'acide nitrique et la glycérine concentrée étaient prêts, tu n'osais pourtant pas baisser ta garde. Cette nitroglycérine est très caractérielle. Un petit choc, ou même une légère hausse de température, peut la faire exploser instantanément. Par mesure de sécurité, la meilleure stratégie était de faire le mélange juste avant de l'utiliser. Maintenant que tout était prêt, il ne manquait plus que le déclencheur. Tu as ordonné au boiteux de couler une série de pointes de flèche avec un alliage de bronze au ratio de 5:2, en précisant bien que l'une d'elles devait avoir une tête ronde. Le moment venu, il faudrait s'en servir pour déclencher l'explosion à distance avec un arc et une flèche. C'était relativement sûr et fiable. Le lendemain, de bon matin, tu te tenais au centre de la tribu. Tu t'es raclé la gorge et tu as annoncé d'une voix forte, « Les femmes. Aujourd'hui, vous restez garder la tribu. Tous les hommes, prenez vos outils et suivez-moi. On va récolter du sel. » Cette annonce a enflammé tout le monde, chacun était surexcité et prêt à en découdre. Zhuyu, en entendant ça, s'est empressé de s'approcher. « Est-ce que je peux venir avec vous ?» Ce petit malin de Kubing a couru pour s'accrocher à ta jambe. Il la secouait en suppliant, « Shuli, je veux y aller aussi. Je promets que je serai sage. » Après un instant de réflexion, tu as hoché la tête, « D'accord. Vous deux, vous venez avec nous. L'ancien restera pour garder la tribu. » L'ancien a accepté sans discuter. Ce n'est pas qu'il n'était pas curieux, mais après tout, il fallait bien que quelqu'un reste pour surveiller la tribu. Kubing, en apprenant qu'il pouvait venir, a sauté de joie. Il a couru chercher son benben. Bui. Une troupe de plus de 50 personnes s'est mise en route, avec Roubao et Huichang ouvrant fièrement la marche. Tout le monde portait des pelles en bronze, des arcs sur le dos, et menait des bœufs. Ces derniers transportaient de grands paniers et des tonneaux en bois sur leur dos. Kubing, monté sur benben, regardait partout autour de lui, le visage rayonnant d'excitation. Toi, tu portais fermement 2 jarres dans tes mains. Les jarres contenaient de l'acide nitrique et de la glycérine. Le groupe a marché jusqu'à 1 ou 2 heures de l'après-midi, arrivant finalement à la mystérieuse grotte de l'ancien territoire de la tribu Xiding. Dachouyi a demandé à tout le monde de faire une pause pour manger un morceau. Chacun a rapidement déposé son équipement. Ils ont pris un repas simple pour reprendre des forces. Une demi-heure plus tard, tu t'es levé, as tapé dans tes mains et as appelé tout le monde à se mettre au travail. Quelques gaillards costauds se sont immédiatement rassemblés à l'entrée de la grotte. En criant Moïse, ils ont déplacé tous les gros rochers qui bloquaient l'entrée. Dali, se grattant la tête, a demandé d'un air perplexe, « Cette grotte est si petite. Et ces pierres sont vraiment dures. Avant, on n'osait même pas utiliser ce genre de roche pour nos bassins mochis. » Tu as plissé les yeux en examinant l'entrée, puis tu as dit, « Avec les 2 jarres que j'ai apportées. Sortez tous pour l'instant, prenez vos pelles en bronze et préparez-vous à creuser un trou. » Ensuite, tu as tendu une torche à Dachu en désignant l'entrée de la grotte minière. « Place cette torche juste à l'entrée de la mine. Je vais dehors pour trouver un bon emplacement. » Dachu a pris la torche et, sans un mot, s'est rapidement dirigé vers l'entrée. Une fois sorti de la grotte, tu as scruté les environs, ton regard aussi perçant que celui d'un aigle. À environ 80 mètres de la grotte, tu as repéré une petite butte de terre parfaite. La vue était dégagée, permettant de voir distinctement la torche que tenait Dachu. Cela signifiait que tu faisais directement face à l'entrée de la mine, avec une trajectoire de tir parfaitement rectiligne. Idéal pour le tir à l'arc. Tu as cassé une branche et l'as enfoncée avec force dans le sol pour marquer l'emplacement. Tu as appelé les autres à voix haute pour qu'ils viennent creuser. Le trou doit faire la moitié de la hauteur d'un homme. Quand on se tiendra dedans, il devra nous arriver au-dessus de la taille. Entassez la terre que vous retirez du côté de la grotte. Et tassez-la bien avec vos pelles. À cet ordre, les hommes ont empoigné leurs pelles et ont commencé à creuser rapidement. Lorsque le trou fut presque terminé, tu as donné des instructions au groupe. Allez attendre au pied de la colline de la crête Tuogu, à environ 1 kilomètre d'ici. Tout à l'heure, il y aura une détonation si forte que la terre elle-même tremblera. Attendez que le calme soit revenu pour venir me retrouver dans ce trou. Les membres de la tribu acquiescèrent solennellement. Ils se sont aussitôt éloignés avec les bœufs. De ton côté, tu as rapidement pris les 2 jarres pour retourner dans la grotte. À l'intérieur, la lumière était faible et les flammes du feu de camp dansaient. L'atmosphère était d'une tension suffocante. Tu as pris une profonde inspiration. Tu as lentement ouvert la jarre de glycérine et y as versé, petit à petit, l'acide nitrique. Puis, à l'aide d'une baguette en bois,
Tu as mélangé le tout avec une extrême prudence jusqu'à obtenir une mixture homogène. L'opération a duré plus de 10 minutes, chaque geste étant empreint de la plus grande prudence. Tu craignais que la moindre erreur ne déclenche une explosion. Une fois la jarre de nitroglycérine prête, tu l'as déposée à l'entrée de la mine, puis tu l'as solidement calée en empilant méticuleusement des pierres autour. Après t'être assuré que tout était parfaitement stable, tu t'es faufilé plus loin à l'intérieur de la grotte. Tu as allumé un grand feu pour bien éclairer l'endroit, te permettant ainsi de voir clairement la cible depuis l'extérieur. Une fois tout cela accompli, tu as vite regagné l'abri que vous aviez creusé. Ton cœur battait la chamade. Bien que la tension soit à son comble, ton regard demeurait résolu, intensément fixé sur la lueur du feu dans la grotte. La jarre en terre cuite se trouvait à l'entrée, et ton abri était à environ 80 mètres de là. Le gisement, lui, était à 35 mètres à l'intérieur. Le centre de l'explosion ne serait qu'à 115 mètres de toi. En temps normal, une telle distance n'est pas un problème pour un tir à l'arc. Mais aujourd'hui, cette unique flèche était décisive. Tu ravales ta nervosité, en essayant de te calmer. Voyant que le Dahuoche est presque prêt, tu lèves lentement ton arc et vises la cible. Avec un FSSSH, la corde de l'arc vibre bruyamment et la flèche file comme une étoile filante. Sans oser perdre un instant, tu jettes ton arc et t'accroupis vivement. Au même moment, Dazuiba se bouche les oreilles de toutes ses forces. L'instant d'après, boum! Une explosion assourdissante retentit, comme si le ciel et la terre s'effondraient. L'onde de choc, telle une vague en furie, se propage follement en cercle dans toutes les directions. L'entrée du passage a été soufflée, laissant place à un immense cratère sans fond. Les gros blocs de minerai, autrefois enfouis dans les profondeurs, se retrouvent exposés au grand jour. Le souffle jaillissant de l'ouverture projette la terre et les pierres, les envoyant voler en un instant. Tu n'as pas le temps d'esquiver les débris qui s'abattent sur ton abri, et tu te retrouves enseveli. Dans un rayon de 500 mètres, les oiseaux sont anéantis en un instant. Les branches des arbres sont arrachées. À 1 kilomètre de là, sur la crête de Tiogu, les membres de la tribu en attendent avec anxiété quand soudain, une violente secousse les frappe. Chuo, qui s'appuyait sur son bâton, perd l'équilibre et s'effondre par terre. D'innombrables fragments de roches, de la taille d'un poing pour les plus petits, sont projetés dans le ciel comme un feu d'artifice. La secousse atteint même la crête de Tiogu. Terrorisés, les bœufs se débattent de toute leur force. Malheureusement, solidement attachés aux arbres, ils ne peuvent bouger. Ben est si effrayé que ses pattes cèdent et il s'écroule au sol. Roubao et Huichan, pris de panique, détalent et dévalent la pente à toute vitesse. Dachus et Poumon, tout le monde à terre. Sortis de leur torpeur, tous se jettent au sol. Chouda reste figé sur place, le visage stupéfait, n'en croyant pas ses yeux. Quelques minutes plus tard, loin de là, les anciens de la tribu Han. Eux aussi entendent une énorme détonation, puis voient une nuée d'oiseaux s'envoler au loin. L'ancien agite son bâton avec excitation et hurle à plein poumon, « C'est Chouli. Il a vraiment ouvert la montagne !» En entendant cela, les femmes et les enfants restés au camp poussent des cris de joie. « Génial! On va encore avoir du sel !» Au même moment, dans la tribu Li, à l'est de la petite rivière, le chef Maoli est concentré sur la chasse avec son équipe quand la même détonation fracassante retentit. Tous se retournent, stupéfaits, et voient un nuage de poussière s'élever dans le ciel à l'ouest. Le visage perplexe, Maoli marmonne pour lui-même, « Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas ? C'est la colère d'un dieu » demande un membre de la tribu en tremblant. « On dirait que ça vient du côté de la petite rivière » dit Maoli en reprenant ses esprits. « Rentrons demander à Ao. Il peut communiquer avec les esprits, il saura peut-être ce qu'il s'est passé. » Sur ce, il charge sa proie sur son dos et ramène son équipe au camp en hâte. Au sud de la grotte, à une dizaine de kilomètres de là, dans la forêt, une troupe de plus de 50 personnes est en marche. C'est la tribu Yu, une tribu nomade sans campement fixe. Ils voyagent entre les différents clans, servant de messagers et de liaison. À leur tête se trouve un jeune homme robuste d'une vingtaine d'années, nommé Fu. Il serre une carte rudimentaire dans sa main. Elle indique le cours des rivières et les chaînes de montagnes. Soudain, une détonation retentit, comme un coup de tonnerre. Le groupe s'arrête net, ses membres se regardant les uns les autres avec stupeur. Le visage de Fu se crispe. D'un geste de la main, il ordonne à la troupe de s'arrêter. Alerte, il tend l'oreille pour écouter attentivement tout en balayant les environs d'un regard perçant. À côté de lui, un de ses hommes s'écrie, paniqué, « Fou !» Ce bruit n'a rien de normal. Se pourrait-il que ce soit un monstre ? Fu fronce les sourcils. Pas de panique. D'après le son, ça vient du nord-ouest. Un vacarme pareil, ce n'est absolument pas ordinaire. Sur ce, il a rapidement étalé la carte sur le sol et a tracé du doigt le contour des montagnes à plusieurs reprises. Une lueur de spéculation traversa son regard. Au nord-ouest, c'est justement la région de Xishan.
d'habitude, à part quelques bêtes sauvages, il n'y a rien d'anormal. Tout sera fût aujourd'hui. Se pourrait-il qu'une tribu soit en train de faire tout ce foin? Dans le groupe, tout le monde chuchotait, le visage empreint de tension et de suspicion. Fusan se leva. Arrêtez de brailler pour rien. Allons d'abord jeter un œil. Mais gardez bien vos armes en main. Tout le monde hocha vivement la tête. Ils dégainèrent l'un après l'autre les haches de pierre et les lances en bois à leur ceinture, et s'avancèrent prudemment en direction de l'explosion, qui venait de cette direction. En ce moment même, dans la grotte de Xichan, dont une moitié a été soufflée, tu es enseveli dans un cratère, sentant seulement ton corps lourdement écrasé par la terre. Ta poitrine est terriblement oppressée, chaque inspiration te déchire les poumons. Tu te débats de toutes tes forces, tes mains griffant frénétiquement la terre. Tu n'as qu'une seule pensée en tête, il faut que je sorte d'ici au plus vite. Un bon moment s'est écoulé. Dehors, on entend vaguement des appels angoissés, « Chef. Chef, où es-tu » Ce sont les voix de Shuda et des autres. Ton moral remonte en flèche. Tu rassembles toutes tes forces pour pousser vers le haut. Tes mains, telles des taupes creusant frénétiquement, écartent sans cesse la terre de chaque côté. Avec un grognement sourd, ta tête perce enfin la surface. Tu aspires l'air frais à plein poumon, goulûment. Je suis là, t'époumones-tu. Ta voix est rauque et granuleuse à cause de la poussière que tu as avalée. Shuda et les autres, attirés par le son, accourent. En te voyant dans un état si pitoyable, leurs yeux rougissent instantanément. Sans un mot, ils jettent leurs pelles de bronze et se mettent à dégager frénétiquement le reste de la terre de leurs propres mains. Tout en marmonnant, « Oh, chef. On vous a enfin retrouvé. Vous nous avez fait une de ces peurs. Le bruit de tout à l'heure nous a presque fait mourir de trouille. Tu reprends tes esprits et, avec l'aide des autres, tu te relèves. Tu époussettes tes vêtements et le rassures en souriant que tout va bien. Puis, tu emmènes rapidement tout le monde inspecter les lieux. Entouré par les tiens, tu te diriges lentement vers la grotte. L'entrée autrefois étroite de la grotte était maintenant devenue un gouffre aussi grand que plusieurs pièces. Sur les parois du gouffre, des couches superposées laissaient apparaître un minerai d'un blanc éclatant, qui scintillait d'un éclat séduisant sous la lumière du soleil, telle une montagne d'argent. Devant ce spectacle, tout le monde resta figé sur place, abasourdi. Ils restèrent sans voix un long moment. Toi, tu n'as pas perdu de temps. Tu as vite appelé tout le monde à se dépêcher d'extraire le sel. C'est alors que les autres se sont mis en mouvement. Et ils se sont mis au travail avec un entrain débordant. Certains menaient des bœufs pour transporter des seaux en bois et de grands paniers au bord du cratère. D'autres tenaient des pelles de bronze et détachaient avec précaution de gros blocs de minerai de la paroi, avant de les déposer délicatement dans les récipients. Il y avait aussi quelques membres de la tribu plus astucieux, qui, sur le côté, tressaient des cordes rudimentaires avec des lianes pour faciliter le levage des blocs de roche. Alors que tout le monde s'affairait avec ferveur, tu as aperçu quelque chose du coin de l'œil. À l'intérieur de la grotte, il semblait y avoir quelques silhouettes recroquevillées. Ton cœur s'est soudainement serré. En t'approchant pour mieux voir, ton visage est devenu instantanément grave. C'étaient les corps desséchés de plusieurs enfants. Ces enfants étaient petits et maigres. Leurs vêtements en haillons, leurs membres tordus, recroquevillés dans un coin, comme s'ils étaient morts dans une souffrance et un désespoir extrême. Tes yeux se sont embués. Le cœur serré, je me suis retourné et j'ai ordonné à voix basse, allez chercher du bois sec. Nous allons incinérer ces enfants dignement, pour leur dernier voyage. Quelques membres de la tribu acquiescent en silence et partent chercher du bois sec. Peu de temps après, un grand feu de camp fut allumé dans la grotte, ses flammes dansant ardemment. Il illuminait les visages solennels de tous. Tu prends la tête et déposes délicatement les quelques corps momifiés sur le bûcher, tout en marmonnant des prières pour ces pauvres enfants que tu n'avais jamais rencontrés. Alors que le feu gagnait en intensité, les corps se réduisirent peu à peu en cendres. Une fumée bleutée s'élevait en volute, semblant emporter avec elle les âmes tourmentées des enfants. Une fois cela fait, tu prends une grande inspiration, te ressaisis et cries d'une voix forte, « Allez, tout le monde, on se remet au travail. Une fois qu'on aura fini de ramasser la roche, on rentre à la tribu. » Tout le monde répondit en chœur. Leurs gestes devinrent plus vifs, et ils s'affairèrent pendant un bon moment. Les tonneaux en bois et les grands paniers étaient remplis à ras-bord. Voyant que le soir tombait, d'un geste de la main, tu annonces, « C'est bon, on arrête pour aujourd'hui. La récolte a été excellente. On rentre à la tribu pour fêter ça comme il se doit. » À ces mots, tout le monde laissa éclater sa joie. Menant les bêtes de somme chargées de roches, ils entamèrent le chemin du retour en une procession imposante. Mais ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin quand un bruissement se fit soudain entendre dans les bois, au sud. Le bruit s'intensifiait. Tu fus instantanément sur tes gardes. Tu lèves la main pour ordonner au groupe de s'arrêter et sors vivement l'arc que tu portes à la ceinture. Tu murmures, « Pas un bruit, restez sur vos gardes. »
À ces mots, tous resserrèrent leur prise sur leurs armes. Ils adoptèrent une posture défensive, le regard fixé sur la lisière de la forêt. En un clin d'œil, un groupe d'inconnus vêtus de peau de bête et armés d'armes rudimentaires surgit de la forêt. À leur tête se trouvait le chef de la tribu You. Il leva les deux mains en l'air, signifiant qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Nous sommes de la tribu You. Nous ne faisions que passer. On a entendu beaucoup de bruit par ici. Alors on est venu voir ce qu'il se passait. Tu ne relâches pas ta vigilance pour autant. Ton arc est toujours bandé et tu demandes froidement, la tribu You? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Fu expliqua, nous, la tribu You, nous n'avons pas de campement fixe. Notre spécialité, c'est de faire la navette entre les différentes tribus pour transmettre des messages, organiser des rassemblements, ce genre de choses. Et voilà qu'on tombe sur vous, en plein milieu de tout ce raffut. Ça a juste piqué notre curiosité. Et puis, je vois que votre groupe est particulièrement bien équipé. Vous devez appartenir à une grande tribu, alors on s'est dit qu'on pourrait faire connaissance. Tu plisses légèrement les yeux, le dévisageant de haut en bas. Tu te dis que l'arrivée de ce groupe est suspecte. Même s'ils prétendent n'avoir aucune mauvaise intention. La méfiance est de mise. Sans rien laisser paraître, tu demandes, alors comme ça, vous voulez faire connaissance? Quelle preuve de bonne foi pouvez-vous nous offrir? Fu se gratte la tête. Une preuve de bonne foi? Eh bien, on est au courant de toutes les dernières nouvelles qui circulent entre les tribus, et on connaît aussi l'emplacement des ressources dans la région. On peut partager tout ça avec vous. Et en plus, si à l'avenir vous avez besoin de messagers ou d'un coup de main, on fera de notre mieux pour vous aider. Tu laisses échapper un grognement méprisant. Les paroles ne suffisent pas. Ses yeux s'illuminent, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. Ah, oui. Il y a quelques jours, on a eu vent d'une grande foire du printemps. C'est le grand rassemblement annuel de toutes les tribus des environs. À cette occasion, 10 tribus se réunissent pour échanger des biens et mesurer leurs talents. Je suis sûr que cette nouvelle sera très utile à votre tribu. À ces mots, ton intérêt est piqué. Tu sais pertinemment que pour assurer l'avenir de la tribu, il est essentiel de communiquer avec le monde extérieur et d'obtenir plus de ressources. Cette foire du printemps est sans aucun doute une occasion en or, mais tu ne laisses rien paraître sur ton visage. Ce n'est qu'une rumeur à propos d'une foire. Qui sait si c'est vrai? Même si c'était vrai, pourquoi viendrais-tu me le dire comme ça, sans raison? Tu as sûrement une idée derrière la tête, n'est-ce pas? Fu eut un sourire gêné. Il se frotta les mains et dit, pour être honnête, nous avons fait un long voyage. Nos provisions sont épuisées, et là, on meurt de faim. Si vous pouviez nous donner un peu de nourriture, je vous dirai absolument tout ce que je sais sur l'affaire Chunhui, sans rien omettre. Je fronçai les sourcils et me tournai pour regarder les provisions chargées derrière moi. Sur le troupeau de bœufs, l'air embarrassé. Nous n'avons pas beaucoup de vivres non plus, tu sais. J'espérais que ça suffirait pour rentrer au camp. Il me regardait avec des yeux suppliants, juste un petit peu, ça suffira. Même quelques morceaux de viande séchée ou une poignée de légumes sauvages, juste pour nous dépanner. Une fois rentrés à notre tribu, je vous jure que mes hommes vous le rendront au double. Après un instant de réflexion, je secouai finalement la tête. Ce n'est vraiment pas possible pour le moment. Mais voilà ce que je vous propose, venez avec nous jusqu'à notre camp. Une fois là-bas, nous vous accueillerons avec de quoi boire et manger. Et vous pourrez nous raconter en détail cette histoire de Chunhui. À ces mots, les yeux de Fu s'illuminèrent. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre générosité, chef. Nous vous suivons. C'est ainsi que les deux groupes firent route ensemble. Ils avancèrent lentement en direction de la tribu Han, tandis que le ciel s'assombrissait. Les membres de la tribu Han allumèrent alors leurs torchets. La file sinueuse ressemblait à un long serpent de feu. Les gens de la tribu You observaient ces flammes vives, avec un mélange de curiosité et d'envie, et ne purent s'empêcher de s'approcher de moi. Ils demandèrent avec curiosité, « Vos torchets éclairent vraiment bien. Comment est-ce que vous les fabriquez? D'habitude, on doit avancer dans le noir complet, et c'est vraiment la galère. » Je souris et pris une torche. Ce n'est pas difficile à faire. Il suffit de prendre un bâton solide, d'enrouler une extrémité avec des bandes de tissu épaisse et de l'herbe sèche, puis de tout imbiber de graisse avant de l'allumer. Fu hochait la tête sans arrêt en écoutant. C'est une excellente idée. Je dirai à mes hommes de faire pareil quand on rentrera. Tout en discutant, le groupe arriva à la tribu Han sans même s'en rendre compte. À peine les gens de la tribu You eurent mis un pied dans le camp qu'ils restèrent bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à eux. D'imposantes et solides murailles encerclaient le camp, et à l'intérieur, les habitations étaient parfaitement alignées. La tribu prospérait, pleine de vie, avec ses habitants et son bétail en bonne santé. Il n'en revenait pas, votre tribu est immense, et vos installations sont si complètes. C'est vraiment la tribu la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Je souris légèrement.
J'ordonnai à mes hommes de préparer un endroit où les gens de la tribu You pourraient se reposer, et de leur apporter un repas chaud. Tout le monde se rassembla.